êtes jeune. Moi, je suis jaloux de vous parce que vous avez la vie devant vous. Maintenant, moi, j'ai 53 ans. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais vous, vous êtes jeune. Vous avez le cerveau vif. Moi, je suis fatigué. Il faut réfléchir, cassement de tête. Mais vous, vous êtes libre. Vous êtes jeune. Vous pouvez faire Ternion et 50 Yeshiva en même temps. Vous pouvez le faire. Vous êtes libre. J'ai vu des gens. J'ai rencontré quelqu'un, il a fait HEC et un MBA d'économie en même temps. Un autre, il a fait dentaire et HEC. Le mec, il dit, attends, c'est pas évident déjà de faire dentaire. Maintenant, tu le vois, il habite à Marseille, il a 19 cabinets, avec 6 sièges chacun. Tu crois qu'il est en train de faire de la dentisterie, le mec? J'aime bien. Moi, j'aime bien par colonne, tu vois. J'aime bien par colonne, mais des fois, j'aime bien les mettre en carré, tu vois. Le mec, il est obligé de louer des studios pour mettre son argent. L'idée, c'est que la personne, en vérité, elle doit se donner les moyens. Ouais. Elle doit atteindre la liberté. Elle doit travailler pour. Ouais, c'est qu'un juif n'a jamais de droit d'être nul. Il faut être ni nul au collège, ni nul. Si tu es à la fac, déchire. Va nous faire un prix Nobel. Tu dis non, c'est déjà pas mal. Grâce à Dieu. Non, les fonctionnaires, c'est la seule chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi on les appelle fonctionnaires. Là où tu es, tu déchires. Un juif, il doit toujours dépasser ses limites. Mais quand vous le faites, vous allez vous rendre compte de la vraie sensation que tous les goïms y cherchent. Et même au Lamaba, qu'est-ce qui va rester? Vous croyez que le corps, il reste au Lamaba? Il reste la conscience. Donc en fait, toute ta vie, tu construis une conscience qui va rester après ta mort. Maintenant, si durant ta vie, tu n'as pas créé ta conscience, qui t'a dit que tu as existé? Alors quoi, j'existe pas alors? C'est possible que tu n'existes pas. Quand maintenant, après 10 ans de mariage, tu sors du coma, genre. Tu te réveilles, tu dis, mais qui êtes-vous? Mais je suis ta femme. Qui sont-ils? Ce sont mes enfants. Mais comment je peux habiter dans un pourri? Oh, mais quel métier je fais? Il y a des gens comme ça, ils sortent du coma. C'est qu'il ne faut jamais faire des choses que tu peux regretter un jour. Maintenant, tu as 2 problèmes. Premièrement, il ne faut pas les faire. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu as une force de prémonition sur ce qu'il ne faut pas dire qui est incroyable. Mais c'est quoi? Non, toi, tu sais, tu es conscient, tu es positif, tu es fort, tu es présent. Il n'y a pas de « je ne savais pas ». Et si je ne savais pas, on ne m'a pas dit, on ne m'a pas expliqué. Tu crois que le bon Dieu, il peut te mettre dans une épreuve alors qu'il ne t'a pas donné les moyens de répondre à l'épreuve? Comment on appelle la mort avant la mort? Hein? Le remords. Tu mords et avant de mourir, tu remords. Le mec, il a eu un claquage en regardant Saint-Étienne-Guingamp. Vous vous rendez bien compte que si ça s'appelle un but, c'est parce que c'est un substitut de crevette. Pour que tu crois vraiment que c'est ça le but de ta vie. Le gars, il te le dit. Oh, mais c'est le but de ma vie. C'est le but de ma vie. Quoi, c'était ça le but de ta vie? Regarde, le mec, il prend 80 000 € par concert. Et toi, tu continues dans le métro. Misère, misère. Oh, la misère. On fait l'élection de Miss Univers. On fait l'élection de Miss Monde. Mais le jour où on va faire l'élection de Miss Kin, il y aura des candidats. Le Yetzer Hara, il est représenté par Amalek dans ce monde. Et il est représenté par Esav. C'est-à-dire que quand tu veux savoir ce qu'il ne faut pas faire, tu regardes les goïms. C'est extraordinaire. Le Yetzer Hara, c'est cette plaie. Et c'est le manque. D'accord? Maintenant, puisque le Yetzer Hara, c'est le manque, donc celui qui connaît ses manques, il connaît son Yetzer Hara. Mais celui qui connaît ses manques, il sait aussi ce que le Yetzer Hara va lui proposer, puisque le Yetzer Hara est là pour combler tes manques. Moi, le gars, il vient chez moi, il me dit, vous savez, Ahmed Chetrit, je vous dis en vérité, en ce moment, avec ma femme, je la sens pas trop, elle a grossi après la grossesse, on n'a pas vraiment de communication, et puis je la trouve un peu bêta, elle réfléchit pas. Je dis, attention, il y a une maîtresse qui arrive. Ah bon? Il m'a dit, ouais, elle va arriver taille fine, super communication, et avec un esprit vif. Projet, concentration, volonté, tu deviens une balle de parabellum. D'accord? Activé. Mais pour ça, il faut vous donner les moyens. Et pour ça, il faut beaucoup réfléchir, beaucoup étudier la Torah et beaucoup travailler ses midotes pour, en fin de compte, être un homme bien.
Tu fais la compta de ton magasin, ouais, 7 x 7, 63. Tu as mal calculé ta marge, il t'explique, ton expert comptable. On va être obligé de fermer le magasin. Quoi, pour l'étape de multiplication? Même avec ta copine, tu as mal calculé. On t'a dit calcule bien, tu as mal calculé. Donc du coup, elle est enceinte. C'est rien qu'un problème de calcul. Hein. Eh ben, tu as 9 mois pour apprendre à compter, papa. Mais tu m'avais dit 7 jours, 3 jours, oh, je confonds les chiffres. Bienvenue au Club des Brels. En plus, tu t'appelles Jacques. Extraordinaire. Allez, restez concentrés. Ne me quittez pas. D'accord? Tu dis, ben moi, on verra. Hein. On verra, hein, tu sais. Hein. Qui vivra verra. Hein. La chance extraordinaire que vous avez, d'ailleurs je suis jaloux de ça pour vous, c'est que vous êtes jeune. C'est-à-dire que vous avez devant vous un potentiel extraordinaire qu'il faut utiliser. Mais vous avez aussi un défaut majeur, c'est que vous êtes jeune. Parce que il y a beaucoup de choses qu'il va falloir apprendre et qu'il va falloir faire. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, de vous donner quelques kelim qui vont vous aider dans cette vie qui est tellement compliquée. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi la Torah c'est tellement compliqué? Je dis, parce que la vie est compliquée. Si la vie était simple, ça serait bien, on serait dans un zoo, avec des poils sur le dos, il y a 4 pattes, ouais. Mais la vie, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que Adam, c'est les mêmes lettres que Méhod. Adam, c'est l'homme, et Méhod, c'est beaucoup, c'est énorme. En vérité, l'homme, il est énorme. Et plus quelqu'un il va réfléchir dans n'importe quel domaine, sur l'intelligence de l'homme, sur la finesse de l'homme, sur la nature, l'anatomie de l'homme, sur la complexité intellectuelle de l'homme. Il y a tellement de choses à l'intérieur. Il y en a qui sont découragés, Bichlal, de réfléchir sur cette notion. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, puisqu'encore une fois, vous avez la chance d'être jeune et vous avez la chance d'être en Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est un tremplin. Parce que Ene Hashem al Haaretz, les yeux d'Hachem sont sur la terre. Et en Eretz Israël, tout va plus vite, tout va plus fort. Comme un tremplin. C'est comme si tu veux sauter 1m50, 2m50, et qu'on te donne le choix ou avec le tremplin ou sans le tremplin. Le gars malin, il dit, mais je vais utiliser le tremplin. Je cours, je m'appuie sur le tremplin, je saute, tac. Et je saute au moins 1m20, 1m30 de plus que sans tremplin. Mais le problème du tremplin, c'est que si tu le prends mal, tu peux te casser les 2 chevilles en même temps. Tac. Ouais, comme dans tout. Ouais. Le gars, il dit, bon, je vais faire un petit BEP tranquille à l'Horte de Montreuil. Ou non, je vais faire une prépa pour rentrer à l'ENA. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout le même niveau. Oui. Si tu peux faire une formation pour rentrer dans un call center, d'accord, c'est-à-dire un briefing d'à peu près 14 minutes, ou alors tu peux rentrer au Technion. C'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout le même travail. Il dit c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les années qui vont te donner les moyens de devenir l'homme que tu vas être, et ça va tout changer. Alors, ces années-là, il faut les vivre avec conscience et avec intelligence et avec finesse, parce qu'il y a tellement de choses qui vont changer en fonction des choix que tu vas faire. Vous savez qu'une personne, la majorité de ses choix, ils se font entre l'âge de 15 ans et 22 ans. En gros, parce qu'entre 15 ans et 22 ans, tu définis ton niveau intellectuel, ton niveau spirituel, religieux. En fonction des deux, eh ben, les études que tu vas faire. C'est très rare qu'un gars qui a 2 en maths, il va rentrer en maths sup, d'accord? Donc en fonction des 2, les études que tu vas faire. En fonction des 2, le métier que tu vas faire. En fonction des 4, les gens que tu vas côtoyer. Ouais. Et en fonction de ça, la personne que tu vas épouser, l'endroit où tu vas habiter et les enfants que tu vas avoir. C'est pour ça que dans mon travail de Shalom Bayit, on est obligé de revenir dans le passé et on voit que des gens qui à ce moment-là n'ont pas vraiment fait les bons choix, se retrouvent avec des gens qu'ils n'auraient pas dû épouser, avec un métier qu'ils n'auraient pas dû faire, d'habiter dans un endroit où ils n'auraient pas voulu habiter. Simplement pourquoi? Parce qu'au moment qui était le principal, c'était le moment du choix, ils n'étaient pas armés pour faire ce choix. Alors vous savez que tout ce qui existe en macroscopique existe en microscopique, et que le macroscopique, par exemple, c'est l'histoire d'Israël. Les Bnei Israël sont passés par 3 étapes. Une première étape, c'était l'Égypte. Ensuite, deuxième étape, c'était le désert. Et la troisième étape, c'était rentrer en Eretz Israël. Maintenant, l'Égypte, c'est quoi l'Égypte? C'est un immense pénitencier, une prison. Après, le désert, c'est quoi? C'est la liberté, mais ça reste encore le désert. Et puis après, ils sont rentrés en Eretz Israël. Maintenant, l'Égypte en hébreu, c'est Mitzrayim. Mitzrayim, c'est Metzarim. Metzarim, c'est quoi? C'est les limites. Maintenant, ça ressemble à la jeunesse. Parce que quand quelqu'un est enfant, il est dans les limites de l'école, les limites de ses parents, ne fais pas ça, ouais, les limites de ses capacités.
Parce qu'il a des capacités limitées, c'est un enfant. Donc il est enfermé en Égypte. Après, il rentre dans l'adolescence. L'adolescence, c'est quoi? Tu n'es plus un enfant, mais tu n'es pas encore un adulte. Donc tu as les moyens de faire des bêtises, mais pas forcément les moyens de t'en préserver. Oui. Et ensuite, tu rentres dans le monde adulte. Le monde adulte, c'est quoi? C'est les béné Israël. Ils rentrent en Eretz Israël. Maintenant, où est-ce qu'ils ont reçu la Torah? Dans le désert. Et le désert, c'est l'adolescence. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il est dans l'adolescence, encore une fois, il n'est plus un enfant, il n'est pas encore un adulte. Donc il ne veut pas retourner en enfance, il ne veut pas s'adresser aux gens qui l'entourent. Et d'un autre côté, il n'est pas encore capable de s'assumer lui-même. Oui. Et dans les deux, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué là-bas que Amalek va ilachem, Amalek Israël. Amalek a attaqué, il a fait la guerre contre les béné Israël. Quand ça? Il ne les a pas attaqués quand ils étaient en Égypte, il ne les a pas attaqués quand ils étaient en Eretz Israël, il les a attaqués quand ils étaient dans le désert. Donc le Yetzer Hara, il va s'attaquer à l'homme quand il est dans l'adolescence. Parce que quand tu rentres en Eretz Israël, c'est-à-dire quand tu rentres dans le monde des adultes, à ce moment-là, les limites existent. Mais c'est les limites qui se sont imposées par ta conscience, par ton intelligence. Donc, quand tu es enfant, c'est l'Égypte, parce que c'est les limites qu'on t'impose. Et quand tu es adulte, il y a des limites, c'est ces limites que tu t'imposes. Parce que tu es honnête, parce que tu as un cerveau. Ouais, on dit Adam Chofshi Bedimiono, Ve'asur Bemuskalo. Un homme est libre dans son imagination, mais il est enfermé dans son cerveau. C'est quoi enfermé dans le cerveau? C'est que le cerveau, par exemple, si tu t'es éduqué des années à être logique, tu n'arrives pas à être illogique. Aujourd'hui, les gens, c'est une mitzvah d'être dans le délire. Donc les gens, ils ont du mal à être logiques. Ouais. Mais c'est l'inverse, normalement. Normalement, tu dois éduquer ton cerveau qui est tellement logique que tu n'arrives pas à être illogique. Quelqu'un qui s'est éduqué à toujours dire la vérité, il n'arrive pas à mentir. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un homme, la liberté le libère parce qu'elle lui donne les moyens de vivre, mais la liberté le limite parce qu'elle l'empêche de délirer. Et comme aujourd'hui, c'est une mitzvah de délirer, parce que je vais me déchirer à la vodka, je vais prendre des vitamines illégales qui vont m'amener dans un autre monde, j'ai pas envie d'assumer, je veux kiffer le présent, je vais être dans mon trip, et en fin de compte, c'est pas grave, ça s'appelle un coma volontaire. Des fois, on est obligé de mettre un coma médical pour que la personne ne se rende pas compte de la gravité de son état. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça vient juste à un moment justement où tu devrais réfléchir. C'est comme si quelqu'un il roule sur une route de campagne, il est super vigilant, alors qu'il n'y a personne sur 1000 km. Et au moment où il arrive à un carrefour et qu'il y a 175 voitures qui vont se croiser, c'est là que le gars il profite pour dormir. Il dit tiens, je vais faire un somme. Tu es fou, toi, c'est pas là qu'il faut dormir. Or, c'est marqué dans le Rav Chaim Friedlander. Il dit Ikar avodat ha Yetzer Hara les balbel et tadeot. Le principal objectif du Yetzer Hara, c'est d'embrouiller l'esprit. C'est-à-dire que la période qui est la plus importante, parce que la charnière entre la fin de l'enfance et le début de l'adulte, c'est là que tu vas faire les plus grands choix, c'est là qu'il t'attaque. Parce que Amalek attaque le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara attaque au moment de l'adolescence. Ouais. Le Yetzer Hara, Amalek attaque au moment où les hommes sont dans le désert. Et c'est pour ça que ça s'appelle Midbar. Parce que Midbar, c'est le désert. Mais Midbar, c'est aussi Medaber. C'est les mêmes lettres. C'est juste au moment où tu dois parler avec tes parents que tu n'as plus envie de parler avec tes parents. Et tu n'as envie de parler avec personne d'ailleurs. Tu n'as pas envie de parler. Tu sais quoi? Ça me saoule. J'ai pas la tête. Ça me prend la tête. C'est bizarre. C'est juste maintenant qu'il faut parler. C'est là que tu n'as pas envie de parler. Mais tu ne te poses pas la question qui c'est qui m'empêche de parler. Deuxièmement, Amalek, c'est la même guématria que Safek. Donc quand est-ce qu'ils viennent les doutes? Dans l'adolescence. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais être plus tard? Quel genre de fille je vais épouser? Est-ce que je suis obligé de travailler? Est-ce que je ne peux pas me suffire de justifier un creux dans le canapé? Est-ce que je dois bouger? Est-ce que je dois grandir? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que je dois être un fils à papa? Ou est-ce que je dois être un aventurier? Ouais. C'est le moment des révolutions. L'adolescence, tu as envie d'être une vedette, tu as envie d'être un grand footballeur, tu as envie d'être Boris Vian, tu as envie de refaire le monde, tu as des grandes idées. Ouais, ou le contraire, tu veux t'endormir. C'est quoi l'idée? C'est parce que c'est un moment de bilboul. Et c'est normal. Parce que puisque la mitzvah, c'est d'être peau sec, c'est de trancher, c'est de choisir. Donc c'est normal que l'Yetzer Hara, c'est le Safek. Safek, pas Psak. Et Safek, c'est les mêmes lettres. Maintenant, toi, tu dois être peau sec, c'est Psak, ouais. Et le Yetzer Hara, il te fait Safek. Et les gens, ils sont dans le trouble. Alors, il y en a dans le trouble, ils assument le trouble.
et ils grandissent, et il y en a, ils subissent le trouble. Eh ben, on appelle ça la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, c'est la déchirure entre la fin de l'enfance et le début de l'adulte. C'est la crise. Ouais, tout le monde passe par la crise. D'ailleurs, moi, j'ai très peur des gens qui ne passent pas par la crise. Moi, je vois des gens de 40, 50 ans, je dis, comment c'était la crise d'adolescence? Non, pas du tout. Il ne s'est rien passé. Le gars de l'adore de... Ouais. Mais tout le monde a une crise d'adolescence. Je vais vous dire pire, non seulement, je vous donne un yesod, tout ce qui apparaît et qui se perpétue, c'est que c'est nécessaire. Donc la crise d'adolescence, elle est nécessaire. Maintenant, le problème, c'est comment tu l'utilises. Le Rav de Brisk qui dit, plus la blessure est profonde, plus la cicatrice est solide. C'est-à-dire quelqu'un, il va faire une crise. Ouais. Et la crise est nécessaire. Parce que la crise, elle va t'obliger à faire des choix, à savoir qui tu es. Maintenant, il y en a qui ne font pas de crise. Donc la crise qui devait te faire passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte, tu ne l'as pas fait. Donc tu te retrouves à 35 ans, enfant. Comment on appelle la crise d'adolescence à 35 ans? L'adultère. Ouais, j'ai pas fait ma vie, j'ai le droit de réussir, et puis moi de toute façon je t'ai jamais aimé, on m'a obligé, ou c'était un chilour, ou alors parce qu'on était 5 ans ensemble à Yavne, alors tu crois que je t'ai aimé, mais en fait je t'ai pas aimé, c'était juste une habitude que j'avais prise avec toi. Mais maintenant j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit de choisir, c'est pas le métier que je voulais faire, moi je voudrais vivre torse nu à Hawaï, et là je suis enfermé ici, là-bas, à Haïfa, dans une école d'ingénieur. Je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? En fait, tu fais ta crise d'adolescence, mais en décalé. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait au moment où il fallait. Maintenant, ça peut arriver chez un avraire, que genre monsieur Yeshiva Ktan et Yeshiva Gdola, et puis 3 ans de collège, et puis maintenant il dit tiens, j'ai envie de jouer à la PlayStation toute la journée. Voilà, il manque de Parnassa, alors du coup, il dit puisqu'il faut faire son trou, et qu'il a déjà une perceuse, il hésite sur quel genre de forex il va utiliser. Donc le matin, il earn, et l'après-midi, il vole. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça peut être aussi chez un non-religieux. Il dit, j'ai envie de vivre. Tu sais quoi, j'ai envie de vivre. Voilà, ça fait 30 ans que je m'étouffe. J'ai fait médecine pour faire plaisir à ma mère. Mon fils le docteur, j'avais 2 mois. Maintenant, j'ai envie de vivre. J'ai envie d'être moi-même. J'ai envie d'être entier. C'est comme moi, je voudrais bien que vous arrêtiez de bouffer. Ouais, par exemple, ouais, c'est un choix personnel. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, en vérité, elle va être, à un moment ou à un autre, elle va être en face d'une réalité. Et cette réalité, elle va l'obliger à grandir. Maintenant, quand tu prends un challenge, encore une fois, il peut te donner une chose. Moi, perso, je peux vous parler de ma crise d'adolescence, elle était vraiment spéciale. Ouais. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que j'ai essayé de devenir quelqu'un d'un peu spécial. Mais quelqu'un qui n'a pas de crise d'adolescence et qui n'a rien de spécial, ben, en français, ça existe. C'est comme quelqu'un qui est extraordinaire ou quelqu'un qui est extraordinaire. Ça veut dire tout ce qu'il y a de plus ordinaire, quoi, mais vraiment extraordinaire. Vraiment un parcours extraordinaire. Ou quelqu'un qui est extraordinaire. Il est en dehors de l'ordinaire. Toute la vie, c'est ça. C'est comme la Torah. La Torah, elle ne te demande pas d'être naturel. Ça, c'est le psy qui te demande. C'est le biologiste qui te demande d'être naturel. Soyez naturel. La Torah, elle veut que tu sois surnaturel. Mais dans la nature, c'est quoi? C'est que quand on t'énerve, tu t'énerves. Mais au-delà de la nature, c'est que tu t'énerves pas quand on t'énerve. C'est surnaturel. La nature, c'est que quand tu entends du bruit, tu tournes la tête. Les élèves de Rav Simcha Zissel, c'est connu qu'au Beth Midrash, quand il y avait un carrosse qui s'arrêtait dans la cour et que ça faisait un bruit incroyable, il n'y en avait pas un qui tournait la tête. Parce qu'ils sont en train d'étudier maintenant. C'est toi qui décides. Tu dis, mais enfin, c'est une réaction naturelle. Alors tu dois décider dans la vie, est-ce que tu dois avoir des réactions ou est-ce que tu dois avoir des décisions? Moi, j'avais 14 ans, j'ai décidé, je n'aurai pas de réaction, j'aurai des décisions. Maintenant, pour que toi, tu puisses lutter contre un réflexe naturel que quand il y a du bruit, tu tournes, parce qu'à l'époque, ils tournaient la tête pour un bruit de carrosse, aujourd'hui, tu vas tourner la tête pour un bruit de talon. Parce que les talons attirent les talons. C'est connu, la vérité, c'est jument, d'accord? Donc, tu entends un bruit de talon, tu tournes la tête. La Torah, elle t'a dit, oh, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu dis, je vais tourner la tête, j'entends un bruit de talon. Déjà, au bruit des talons, tu t'imagines déjà la mini-jupe. Tu n'as rien vu encore. Hein. Déjà, parce que c'est marqué, Velo tatoru achare levavchem vachare einechem. Velo tatoru achare levavchem vachare einechem. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il dit,
Ainaim ro'ot ve'alem chomed. Les yeux voient et le cœur convoite. Mais dis-moi, Rachid, c'est pas lire ou quoi? Il n'y a pas écrit Velo Tatoro achare einechem vachare levavchem. C'est marqué Velo Tatoro achare levavchem vachare einechem. Vous suivez ou vous digérez là? Vous avez compris? Ouais. Donc ça devrait être marqué d'après Rachid. Vous ne vous détournerez pas après vos yeux et après vos cœurs. Parce que d'abord tu vois et après tu convoites. Non, non, non. C'est marqué Velo Tatoro achare levavchem vachare einechem. Ça veut dire que d'abord tu convoites et après ce que tu vois. Ça veut dire qu'au moment où tu veux tourner la tête, normalement, tu devrais être capable, en maîtrise totale, de dire « Tiens, je vais tourner la tête. » Pourquoi je vais tourner la tête? Les gens ils disent « Je vais tourner la tête parce que j'ai entendu un bruit. » Allez dans un pré, observez les vaches, et vous allez voir ce que c'est. Ce que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Moi, j'ai beaucoup observé les vaches. La nature en général. Une fois, je suis resté dans un pré pendant au moins 3 heures. Et je regardais la vache dans les yeux, et j'ai essayé de ressentir sa personnalité. Et si vous allez dire, mais à quoi ça sert? Ben, ça te donne un étalon. Parce que des fois, tu es dans le métro, et tu regardes le gars en face, et tu sens que tu es dans un pré en face d'une vache. Parce qu'il y a des gens, tu crois qu'ils réfléchissent, mais en fait, ils digèrent. Tu crois qu'ils s'angoissent, en fait, ils ruminent. C'est très important. Ça veut dire que tu vas te donner les moyens d'être la personne que tu es censé être. Pour ne pas avoir des réactions. Parce que des réactions, en français, ça veut dire qu'il y a une action et une réaction. Genre, moi, je n'ai fait, même si le rabbin, je m'excuse, mais je n'ai fait que réagir. Mais c'est ça qu'on te reproche. Pourquoi tu réagis? Quand l'autre, il agit, toi, tu réagis. Donc, toi, tu es en réaction. Donc, quelqu'un, il te fait un compliment, ça te fait plaisir. Quelqu'un, il te fait un reproche, ça t'angoisse. Quelqu'un, il te ment, tu rentres dedans. Comment ça se fait? Tu réagis. Tu ne dois pas réagir, toi. Toi, tu dois décider. Je vous dis, moi, personnellement, à 14 ans, j'ai dit, c'est fini pour moi, les réactions. Tu ne vas pas rentrer chez moi et me faire faire ce que tu veux. Ça veut dire que toi, tu as la télécommande de ma vie. Alors maintenant que l'autre, il réagit, moi, je connais tes pulsions, moi, je connais tes intérêts, moi, je connais tes manques, mais je te télécommande. Je fais ce que je veux avec toi. Ça veut dire qu'en vérité, un homme ne peut être libre que s'il est capable de gérer ses réactions. Maintenant, lui, il connaît tes manques, puisque c'est lui qui les crée. Donc, tu vas décider, ou toute ta vie, tu vas être en attente des propositions du Satan, ou tu vas dire non, je vais faire ma vie. C'est pour ça que c'est marqué Aoskim Batorah, Eluen Benechorim. Ceux qui étudient la Torah, c'est eux qui sont les hommes libres. Alors au début, je ne comprenais pas très bien, parce que le gars, il est enfermé toute la journée devant sa Gemara. Où est la liberté? Mais si vous réfléchissez bien, les seules personnes qui sont payées, peu, mais pour faire ce qu'ils veulent, c'est les gens qui étudient la Torah. Toutes les autres qui sont payées pour manger. Donc c'est quoi l'idée? Parce que pour pouvoir étudier la Torah, il y a un certain nombre de midot qu'il faut atteindre. Si vous avez l'occasion un jour avant de mourir, vous prenez Pirkei Avot et vous regardez là-bas les 48 midot qui sont nécessaires pour acquérir la Torah. Moi, mes enfants, toujours, je leur faisais la photocopie du Keati, je dis tiens, va étudier ça. Mais en réalité, les 48 midot, il faut à peu près une vie pour les acquérir. Mais si vous regardez bien, les 48 midot qui sont nécessaires pour acquérir la Torah, en fait, c'est les 48 midot qu'il faut pour être un homme libre. Parce que si tu n'as pas acquis les outils, et si tu n'es pas devenu la personne qui pourra profiter de ta liberté, eh ben, tu n'es pas libre. Maintenant, là, quand quelqu'un il croit qu'il est libre parce qu'il fait ce qu'il veut, même la phrase de dire « je fais ce que je veux », c'est un des plus hauts niveaux d'expression de la liberté. Parce que celui qui fait, il est à l'extérieur, et celui qui veut, il est à l'intérieur. Or, il y a un jeu intérieur, un jeu extérieur. Donc, je veux, c'est celui de l'intérieur, et je fais, c'est celui de l'extérieur. Maintenant, si le jeu intérieur et le jeu extérieur sont les mêmes, et que je fais ce que je veux, ça veut dire que tu es tzaddik. Tu es le gars le plus libre du monde. Le problème, c'est qu'il faut d'abord définir le jeu. Après, il faut que le jeu intérieur et le jeu extérieur ils soient les mêmes. Après, il faut savoir si tu fais quelque chose, ou alors on te fait faire quelque chose, puisque tu es en réaction. D'accord? Et après, il faut savoir que tu réussis à définir qu'est-ce que ça veut dire vouloir. Et quand tu as défini vouloir, il faut que tu maîtrises ta volonté pour que ça s'appelle que c'est toi qui fais ce que tu veux. En fait, ça prend à peu près 20 ans à faire ce qu'on veut. Alors, je vous dis pourquoi. Parce que la Torah,
elle nous explique que chaque personne est différente. C'est marqué Keshem, chez Partsoufé M, Shonot, Kar, Dartem, Shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est intéressant de réfléchir que pourquoi on a des visages différents. Vous savez que ça n'existe pas de vrais sosies. À 100%, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que même des jumeaux qui sont nés de la même conception, de la même ovulation, ils ont des empreintes digitales différentes. Donc on n'est pas 100%. Le vrai clone, il n'existe pas. D'accord? Donc maintenant, puisqu'on est tous différents, oui, et on n'est pas seulement différents au niveau du visage, mais aussi de l'esprit, de la façon de réagir, de la façon de vivre la maladie, de réagir à l'argent, d'accord, à un décolleté. Chacun est différent. Donc maintenant, Keshem, chez Partsoufem, Shonot, Kar, Dartem, Shonot, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a créé le pluriel. Mais il a créé le singulier, parce que quand tu es singulier, ça veut dire que tu es différent. Maintenant, pour que toi tu sois différent, il faut d'abord que tu réalises ta différence personnellement, et ensuite il faut que tu réalises ta différence extérieurement. Maintenant, il y a un très très grand Yetzirara de faire comme tout le monde. Il y a un grand Yetzirara de même le même jean, et le même t-shirt, et le même costume, et le même chapeau. Il y a une Mahala qui est développée par le Rav Yeruchem Alevi, qui est un très très haut niveau, qui s'appelle l'Evado. Il faut réussir à être l'Evado. Et l'Evado, c'est quoi? C'est seul. Mais seul, pas dans le sens de la solitude. Je suis jeté au 8e étage, à Mantes-la-Jolie, d'un HLM pourri, avec une télé qui ne marche pas et un mal de dos qui m'empêche de me lever. D'accord? Ça, c'est pas ça. Non, l'Evado, c'est quoi? C'est l'indépendance. C'est l'autonomie. C'est-à-dire que mon jeu, il est complet. Mon jeu, il n'existe pas en fonction de l'autre, il existe par rapport à moi-même. Parce que lui, il compare, il y a un Midrash qui dit que c'est marqué Vayivater Yaakov Levado, Yaakov est resté seul. Et c'est marqué aussi à propos d'Hachem, Kinisgav Hachem Levado, que Hachem, à la fin des temps, il sera seul. Tu dis, mais qu'est-ce que tu compares le Levado de Yaakov Avinu, qui est seul, et le Levado d'Hachem, qui est seul? Alors maintenant, je vais vous dire une chose. J'espère que j'aurai le temps de vous l'expliquer, parce que sinon, vous allez rester avec un problème. On dit c'est quoi? Il dit le Or Gedaliahu aussi développe ça. Il dit de la même manière qu'à la fin des temps, Kinisgav Hashem Levado, c'est juste avant la Triat Hametim, avant la résurrection des morts. Donc tout le monde est mort et Dieu est seul. Donc Dieu est seul sans l'homme. Aussi, Vayivater Yaakov Levado, c'est que l'homme, Yaakov, est seul sans Dieu. Ça va les Avrechim, ça travaille ou... Ouais. Seul sans Dieu. Mais tu dis, mais c'est pas possible, Dieu est partout, Dieu remplit le monde, Zemekomo Shel Olam, comment c'est possible? Alors je vous donne le secret. Ça c'est un autre endroit. Il y a un Midrash qui dit que quand Avraham Avinu il était en train d'aller vers la Kedah, à un moment il a dit, Vayar et Makom mirachok, il a vu l'endroit de loin. Alors le Midrash il dit, Makom ze Akadosh Baruch Hu. Ve Avraham irgish shamakom itrachek mimeno. Hachem, il a senti que Hachem s'était éloigné de lui. Et ça, c'est un truc très bizarre, c'est que Hachem, il est avec toi avant l'épreuve, Hachem, il est avec toi encore plus après l'épreuve, si tu as surmonté l'épreuve, mais au moment de l'épreuve, Hachem, il te quitte. Tu dis, c'est pas vraiment le moment, là. Tu vois, là, plutôt, j'aurais préféré que tu me quittes quand je suis avec ma copine, ou que tu m'enlèves la mauvaise conscience, ouais, que tu me quittes quand je suis en train de voler, mais pas que tu me quittes en moment de l'épreuve. Donc tu es l'évado, mais l'évado, jusqu'à quel point l'évado, même sans Hachem? C'est pour ça que les gens qui traînent dans la rue sans rien faire, qui ne savent pas quoi faire, on les appelle les badauds. C'est les badauds. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez ou si vous dormez avec les yeux ouverts. D'accord, mais c'est quoi l'idée? Ouais. C'est que un homme, il est l'évado. C'est quoi l'évado? C'est que tu es seul. C'est quoi seul? Quand un homme il sort du ventre de sa mère, en général, tu sors seul. C'est rare qu'il sorte un régiment ou une colonie de vacances. Allez, Madame Cohen, il en reste 22. Non, tu sors seul. Au moment de mourir, tu pars seul. On ne meurt pas en groupe, sauf si c'est un avion qui tombe. Ouais. Chacun y meurt. Donc imagine le grand-père, il est sur son lit de mort comme ça. C'est la fin. C'est la fin. Et il y a toute la famille, et les cousins, et les frères, et la femme. Mais non, chérie, mais papy, tu nous laisses. Papa, on a besoin de toi. Tu ne peux pas mourir. On ne veut pas te laisser partir. On ne veut pas te laisser partir. Alors, le grand-père, il a de la peine. Alors il s'arrête, il dit, bon, écoutez, c'est vrai, j'ai compris. Je vois que ça va traumatiser quelqu'un. Allez, qui c'est qui vient avec moi? Et waouh.
Tu sais, papy, pars devant, on te rejoint, laisse-nous un numéro, on te rappelle. Même Benamou, il n'a pas inventé les cercueils à deux places. Il n'y a pas. Alors, venez, on réfléchit. Si on vient seul au moment de l'accouchement, et si on part seul au moment de la mort, donc au début, à la fin, on est seul. Qui t'a dit qu'au milieu, on est plusieurs? Là, par exemple, là, on est plusieurs ou on est seul? Plusieurs. Et pourtant, chacun, il prend le discours pour lui tout seul. C'est rare que le mec, il écoute, il dit, tiens, l'autre, il a un problème. Ouais, donc en fait, on est seul. Maintenant, la chokhma, c'est de réussir à être seul dans une foule. Maintenant, la logique du troupeau, c'est de dire, j'aime pas être seul, alors je vais être seul avec du monde. Ouais, on est toute une bande de copains. J'ai plein d'amis, j'ai 4990 amis sur Facebook. Parce qu'après, tu peux plus, il faut changer de page. Ouais, d'accord. Alors, tu as plein de copains, maintenant, tu les connais jamais. Rien que tu as cliqué jusqu'à ce que tu vas claquer. D'accord. Non. C'est quoi? C'est qu'en fin de compte, un homme, il est seul. Devant la maladie, tu es seul. À l'examen, tu es seul. Voilà, tu n'as rien foutu, d'accord. Tu es à l'examen. Tu dis, allez les gars, allez, ambiance, allez, détente. Il n'y a pas, baba. Il y a la feuille, le stylo et la mort. Et toi, d'accord. Tu dis, mais j'ai rien foutu. Tu dis au gars, excusez-moi, je pense qu'il y a une erreur, les énoncés sont en russe. Non, c'est du français, mais tu n'as rien foutu. Ah oui, excusez-moi, je l'avais pris à l'envers. Ouais, d'accord. Donc, tu es l'évado, tu es seul devant l'examen. Ouais, tu es seul devant ta femme. Voilà, tu t'es trompé, tu l'as mal jugé, tu l'as insulté. Tu étais énervé, tu étais mal truqué, tu l'as insulté. Eh bien, tu es seul. Tu dis aux gens, allez, appelle ma femme, dis-lui que je l'aime. Tu dis au rabbin, explique, faites-moi le shalom. À un moment ou à un autre, il va falloir que tu ailles t'excuser. Tu es seul devant ton amour-propre. Tu es seul devant tes problèmes. Voilà, tu es aux toilettes, tu avais un très gros problème de digestion et il n'y a pas de papier. Tu es seul. D'accord? D'accord. Donc, c'est quoi? Donc, en vérité, la vie, en fait, un homme, il est seul. Maintenant, le problème, c'est est-ce que d'être seul, c'est traumatisant ou non? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui disent, je suis seul, mais je ne m'ennuie pas. Et il y a des gens que ça les angoisse d'être seul. Oh, je suis seul. Vous savez ce que c'est d'être seul? T'as rien, t'as personne à qui parler, t'es seul. Alors, je vous donne le yesod. Le yesod, c'est que le mot personne en français a deux sens. Le mot personne veut dire personne et personne. Maintenant, tu as la personne, le respect de la personne, le statut de la personne, l'UNESCO va définir la personne, l'ONU va imposer le respect de la personne, on ne peut pas jouer avec la personne, on n'a pas le droit de faire souffrir la personne, on est condamné pour éliminer une personne, ouais, ça c'est la personne. Et d'un autre côté, il y a personne. C'est personne. Personne. Maintenant, comment peux-tu exiger le respect qui est dû à une personne si toi-même tu sais que tu es personne? Moi, toujours, je raconte cette blague. La femme, elle vient à la fin du cours, elle dit, Rabbi Chetrit, moi, mon angoisse, ça serait d'être seul sur une île déserte. Alors, je dis, madame, je m'excuse, mais enfin, quand vous êtes sur l'île n'est plus déserte, donc c'est impossible. Elle me dit, non, c'est pas ça, c'est de tomber d'un bateau, de nager comme ça, et d'arriver, il y a 10 mètres carrés de sable et un palmier, et d'être seul sur une île déserte, et ça m'angoisse. Je dis, mais madame, l'île n'est pas déserte, puisque vous êtes là. Mais il est lourd, le rabbin, ou quoi? Écoutez, madame, monsieur le rabbin, je vous dis que je suis seul, maintenant il y a un palmier, je ne vais pas parler avec un palmier, le sable je ne vais pas le manger, les feuilles je ne vais pas les fumer, comment je vais faire? Je suis seul. S'il y avait de l'herbe encore, il aurait fumé, mais il n'y a même pas d'herbe, le gars, comment il va faire? Ouais. Oh, j'en vois deux qui s'extasient au fond, mais c'est pas la peine de faire chut, il n'y a pas de chut, d'accord? C'est très clair. C'est quoi l'idée? C'est que, alors j'ai dit, j'ai compris madame votre problème, j'ai compris que votre angoisse c'est d'être seul sur une île déserte. Je dis, mais moi, je vous ai dit que l'île n'est pas déserte, parce que vous êtes arrivés. Mais effectivement, des fois, il y a des gens qui arrivent sur une île, et malgré qu'ils sont arrivés, l'île est encore déserte parce que personne n'est arrivé. C'est-à-dire que si tu es personne, ne me dis pas, les gens, ils me manquent de respect, les gens, ils ne me rappellent pas, les gens, ils ne tiennent pas compte de moi, j'arrive, on dirait que je suis invisible. Alors quoi, j'existe pas alors? C'est possible que tu n'existes pas. Tu dis quoi, c'est que si toi, tu n'as pas existé, c'est quoi exister? C'est être à l'extérieur. J'ai écrit un livre de 400 pages sur ça, ouais. J'ai soigné des psychiatres avec ça. Si toi, tu n'existes pas, c'est-à-dire si ton jeu intérieur ne se réalise pas à l'extérieur, donc tu n'existes pas, tu es, peut-être que tu n'es même pas, parce que si être, c'est être à l'extérieur, donc tu n'es même pas. C'est-à-dire que si toi, tu ne développes pas ton côté personnel, ou si toi, tu te mens à toi-même, c'est-à-dire personnellement, ouais.
Donc si toi tu te mens à toi-même, si toi tu te réalises pas, si c'est ton Yetzara qui existe à ta place, si toi tu es dans un langage d'absentéisme perpétuel, c'est pas de ma faute, je sais pas, ça me saoule, j'ai pas la tête, qui a dit, où c'est marqué, c'est ton problème, on verra plus tard, je le ferai plus tard. Donc toi si tu es dans un langage d'absentéisme perpétuel, eh ben tu n'es même pas né. Parce que naître c'est quoi? C'est être soi-même. Et c'est quoi soi-même? C'est le même que soi. Donc celui qui n'existe pas, il n'a pas le moi extérieur, il n'a que le moi intérieur. Et peut-être que même le moi intérieur, il ne le connaît même pas. Donc celui qui n'est pas soi-même, il n'existe pas. Donc il n'y a personne qui existe. Et celui qui n'est pas né, il est mort. Regardez le poisson, il n'est pas né et il est mort. Impossible de paner un poisson vivant, c'est impossible, il bouge. Donc ça veut dire que toi, tu as besoin d'exister. Tu as besoin d'être. Et pour être, il faut se donner les moyens d'être. Ça s'appelle se donner le droit d'être. Maintenant, si toi, tu n'existes pas, si tu ne te réalises pas, si tu ne passes pas dans la réalité, si tu n'utilises pas, si tu ne développes pas tes capacités intellectuelles, si tu ne gères pas ton émotionnel, si tu ne gères pas ton imagination, si tu n'as pas de projet, eh bien, tu n'es personne. Et personne n'est né, personne n'est venu. Après, ne dis pas comment j'ai pu épouser une khmara pareille. Ah, la question, c'est pas comment. C'est pourquoi maintenant, après 10 ans de mariage, tu sors du coma, genre. Tu te réveilles, tu dis, mais qui êtes-vous? Mais je suis ta femme. Qui sont-ils? Ce sont mes enfants. Mais comment je peux habiter dans un pourri? Oh, mais quel métier je fais? Il y a des gens comme ça, ils sortent du coma. Genre, ils se réveillent comme ça. Ouais, tu sais, maintenant, cette maladie m'a fait réfléchir, cet accident m'a fait réfléchir, les midotes de ma secrétaire m'ont donné à réfléchir. Tu te dis, qu'est-ce qui t'arrive là? Quand tu étais dans le coma jusqu'à maintenant? Et ce qui fait de la peine, moi je vous dis des fois, encore une fois, moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, mais je vois des fois des niveaux de coma tellement forts, religieux ou pas religieux. Des fois, je prie Hachem, je dis pourvu qu'il ne se réveille pas, tu vois. Parce que le jour où il va se réveiller. Vous savez comment est-ce qu'on appelle la mort avant la mort? Normalement, à la fin de la vie, un homme, il meurt. Comment on appelle la mort avant la mort? Hein? Le remords. Tu mords, et avant de mourir, tu remords. Tu remords. C'est joli, non? Mais c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est les Chachamim. Vous étudiez la Torah un peu ou non? Un jour vous réfléchirez pourquoi est-ce qu'on vous empêche d'étudier la chose qui est la plus utile dans la vie. Les Chachamim ils disent Rechaim le'im charatot. Les Rechaim sont remplis de regrets. Le regret c'est un autre mot pour dire remords. C'est quoi le remords? Le remords c'est ça te tue, c'est ça remords, tu remords. Ça te tue de ne pas avoir vécu la chose que tu aurais pu vivre. C'est comme si tu dis, mais tu vois le magasin qui fait 100 000 shekels par jour, et tu dis, te rends compte, le mec, il est venu me le proposer à moi, à 10 000 shekels, parce que sa grand-mère est morte, le mec, il s'est barré aux États-Unis, et je ne l'ai pas acheté, et l'autre, il l'a acheté à 80 000, il fait 100 000 par jour, mais tu sais quoi, je vais mourir de nerfs. Chaque fois que je passe devant le magasin, je vais mourir. Tu te rends compte que cette meuf, elle était dans ma classe, le canon, là, la bombe atomique, là, de sa déquête. Et moi, j'étais là, ouais, je le fais pas, je lui dis pas. Le mec, il est moche, il est petit, il est chauve, il lui a parlé, il a fait 3 blagues, la fille, elle l'a trouvé sympa, elle l'a épousé. Et moi, le beau gosse, le grand, le basketteur, le clowné de la classe, je me suis marié avec Mara, là, ce pou, là, sur 2 pattes. Sous prétexte que j'ai fait 79 shidduchim et qu'à la fin, par dépit, j'ai épousé cette deb, là. Mais comment j'ai pu rater une fille pareille? Mais Rabotai, toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, on aura des occasions. Le vrai problème, c'est est-ce que tu vas la saisir, l'occasion? Maintenant, regardez autour de vous, peut-être même regardez vous-même. Combien de fois, tu as les mots qu'il faut, mais après que la situation est terminée? Oh, mais j'aurais dû lui dire, mais j'aurais dû l'éclater, mais ah là 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 là. Ah, Botaï, ça ne sert à rien de venir quand le train il est parti. Hein. Ça ne sert à rien de dire j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su, j'aurais cru. Si on m'avait dit, dommage, je ne savais pas, mais je n'ai pas compris le message de mes parents, ils m'avaient dit que ce n'était pas une fille bien, mais j'aurais dû me douter quand même, la fille qui a été testée par 60 millions de consommateurs. La vraie question, c'est qu'en la regardant, je me posais la question, mais que choisir?
Et je l'ai épousée parce que j'ai dit à mes parents, non, je vais vous prouver, je vais la ramener à la Torah, je vais en faire une sadéquette. Bon, c'est vrai, elle n'a pas fait le séminaire. Bon, c'est vrai, elle met des mini-jupes, elle va attraper froid du cou, parce qu'elles sont très courtes, ces mini-jupes. Bon, c'est vrai, sa mère est Goya. Et alors? Moi aussi, j'ai fait une croix dessus, d'accord? Mais vous allez voir ce que je vais en faire. Et maintenant, tu te dis, mais peut-être que j'aurais dû écouter. Rechaim lim charatot. Les Rechaim sont remplis de regrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si en temps réel, tu n'as pas vécu la vie que tu aurais dû vivre, tu vas passer l'autre moitié de ta vie à le regretter. Alors c'est un grand moussard, c'est qu'il ne faut jamais faire des choses que tu peux regretter un jour. Maintenant, tu as deux problèmes. Premièrement, il ne faut pas les faire. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu as une force de prémonition sur ce qu'il ne faut pas dire qui est incroyable. Mais c'est quoi? C'est que justement, tu n'aurais pas dû ne pas savoir. Non, je te dis, c'est pas normal que la personne, elle dit, pourquoi? Parce que nous, on dit quoi? Ezeu chacham aro et anolad. Alors comment tu savais pas, toi? C'est ce que veut dire quoi si j'avais su? Alors que Enj Gagad Talmud, tu sais ce qu'ils disent les goïms? Nul n'est censé ignorer la loi. T'as qu'à apprendre, Baba, réfléchis. Développe ton cerveau. Augmente ta sensibilité. Ah ben je me rendais pas compte, j'étais dans un autre truc, j'avais pas toute ma tête, genre on t'a fait une ablation de la moitié du cerveau. J'arrive pas à me concentrer, j'avais la tête ailleurs, c'est un syndrome qui a démarré avec Louis XVI, d'accord? Non, Baba, non, toi, tu sais, tu es conscient, tu es positif, tu es fort, tu es présent. Il n'y a pas de je savais pas. Et si je ne savais pas, on m'a pas dit, on m'a pas expliqué. Tu crois que le bon Dieu, il peut te mettre dans une épreuve alors qu'il t'a pas donné les moyens de répondre à l'épreuve? Et là, c'est qu'à l'époque, c'est comme qu'on te dit, apprends tes tables, 6 x 7, 42, 7 x 7, 49. Mais ça me saoule, mais à quoi ça sert? Tout ça, c'est du bidon. De toute façon, moi, je vais vendre des téléphones, moi, je vais gagner de l'argent, moi, je suis pas... Eh ben, t'arrives au bac, Baba, 6 x 7, 49, t'as raté ton bac. Tu fais la compta de ton magasin, ouais, 7 x 7, 63, tu as mal calculé ta marge, il t'explique, ton expert comptable, on va être obligé de fermer le magasin. Quoi, pour l'étape de multiplication? Même avec ta copine, tu as mal calculé. On t'a dit calcule bien, tu as mal calculé. Donc du coup, elle est enceinte. C'est rien qu'un problème de calcul. Hein. Eh ben, tu as 9 mois pour apprendre à compter, papa. Mais tu m'avais dit 7 jours, 3 jours, oh, je confonds les chiffres. Bienvenue au Club des Brels. En plus, tu t'appelles Jacques. Extraordinaire. Allez, restez concentrés. Ne me quittez pas. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose incroyable. Ça veut dire que quelqu'un qui ne se donne pas les moyens de vivre sa vie, c'est très possible qu'il ne va pas vivre sa vie. Et si vous allez me dire, bon, il en faut des robots. Ouais. Il en faut, comment il a dit Lénine, des imbéciles utiles. Il en faut. Il faut des consommateurs, il faut des mecs qui justifient le monde dans les rues, il faut des gens qui repeignent les poteaux. Il en faut des gens comme ça. La question, c'est est-ce que toi, tu as envie de faire partie de ça? C'est comme dans le corps humain. Il y a les cellules du cœur, il y a les cellules du cerveau, il y a les cellules du muscle. Ouais. Mais il y a aussi les cellules de la peau qu'on perd. Il y a aussi les cheveux qu'on perd. Il y a aussi les cellules des ongles qu'on coupe. Alors de quel genre de cellules tu veux faire partie, toi? Tu dis, ben moi, on verra. Hein. On verra, hein, tu sais. Hein. Qui vivra verra. Hein. Hein, comme ça viendra. Hein. Tu sais, moi, on ne va pas pousser la destinée. Hein. Il a des petites phrases comme ça qu'il a lues dans des carambars. Mais moi, je te parle de la liberté, moi. Moi, je te parle de prendre sa vie en main, et toi, tu me décris la destinée d'une canette de coca vide qui est en train de descendre un caniveau de Rio de Janeiro. Qu'est-ce que tu... De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu veux pas l'indépendance, tu veux pas la liberté, tu veux pas la force, tu veux pas participer à ta destinée, tu veux pas être partenaire de Dieu dans la réalisation du peuple d'Israël, ça t'intéresse pas? Qu'est-ce que tu veux? Consommer? Mais dans consommer, il y a sommer. Tu te sens pas concerné, mais dans concerné, il y a cerné. C'est normal. C'est-à-dire qu'en vérité, la vraie question, c'est est-ce que je veux exister ou non? Est-ce que quelqu'un dit, écoute-moi, toutes ces prises de tête, franchement, je ne suis pas philosophe, moi je suis un gars, tu me donnes un ballon, tu me donnes un terrain. Mais même ce phénomène-là, il est intéressant. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le ballon? De l'air. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête du joueur? De l'air. Or, le vide attire le vide, c'est connu. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des 8000 personnes qui assistent au match? De l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des 80 millions qui suivent à la télé? De l'air. C'est de l'air qui attire de l'air. Moi, j'ai rien contre le foot. Hein. D'ailleurs, je m'en fous complètement, pour vous dire.
Mais j'ai jamais réussi à rester, à voir un match complet. Je me suis intéressé, je me suis mis devant le téléviseur, j'ai essayé de comprendre les règles du jeu, je sais ce que c'est en jeu, je sais le penalty, je sais tout ça. Mais 2 heures, le mec, il a eu un claquage en regardant Saint-Étienne-Guingamp. Mais il était assis dans son canapé. Mais Rabotai, vous vous rendez bien compte que si ça s'appelle un but, c'est parce que c'est un substitut de crevette, pour que tu crois vraiment que c'est ça le but de ta vie. Le gars, il te le dit, « Oh, mais c'est le but de ma vie, c'est le but de ma vie !» Quoi, c'était ça le but de ta vie? T'as un ballon et il y a Yetzara qui tape dedans et toi, tu vas là où on t'emmène, parce que t'es vide. Moi, mon rave à moi, il fumait. Mais il fume. Enfin, il fumait beaucoup. Il fumait 4 paquets de Marlboro par jour. C'est beaucoup. Je sais pas ce que vous fumez, vous, mais... Ouais. Mais moi, j'ai jamais voulu fumer. Pourquoi? Putain, j'aurais pu dire quand même que le rave, il fume, quand même, ça doit être misva assez midoraïta de fumer. J'ai dit non, tu sais pourquoi? Parce que je voulais pas être dépendant d'une cigarette. Et je pensais que si le bon Dieu il avait voulu que je fume, il m'aurait mis la nicotine dans le sang. Je voulais pas être dépendant d'un mégot. Je voulais pas être dépendant que je vais attendre la sortie de Shabbat avec un briquet posé devant moi. Je voulais pas engueuler mes enfants parce que j'étais nerveux. Je voulais pas avoir besoin de décongestionner parce que j'ai eu ma cigarette. Je voulais pas. Parce que je voulais pas être dépendant de quelque chose. Quand j'avais 14-15 ans comme ça, j'ai appris... J'aimais la musique classique. Alors j'ai appris des disques entiers, des symphonies entières, par cœur. Je l'écoutais entière. Pourquoi? Parce que je voulais pas être dépendant du Walkman. Et je voulais pas être dépendant des piles. D'ailleurs, à mon shidour, j'ai sifflé à ma fiancée, elle n'était pas encore fiancée, une symphonie entière de Mozart. Entière. Avec chaque détail. Tu dis, mais ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, pour 5 shekels, tu as des piles. T'as pas compris. Moi, je te parle d'indépendance et toi, tu me parles de piles. Toi, tu me parles de problème, moi, je te parle de solution. Moi, je veux pas de problème. Donc, j'ai pas de problème. Donc, j'ai pas besoin de solution. Vous avez fait des dictées, non? C'est très intéressant, la dictée. On vous donne un texte. D'accord? Vous écrivez. Il y a des règles de grammaire, des règles de vocabulaire. Quand vous écrivez, vous devez écrire a priori sans faute. Donc, vous écrivez, vous faites des fautes, parce que vous n'avez pas réfléchi aux règles au moment où vous avez écrit. Vous avez écrit en phonétique. Par exemple, les enfants, les, L-A-I-T-S, enfants, E-N-P-H-A-N-T-W-X. Les enfants, d'accord? Après, tu devrais relire ta dictée. Tu relis, tu dis, je la trouve bien. Dali aurait pu l'écrire, ou Kafka. Vous avez connu Kafka? Un peu un auteur très très bizarre, mais des fois tu enlèves le F. Ouais. Alors, tu dis relis la dictée. Maintenant tu relis pas la dictée, ou alors tu te rends compte que tu as fait une faute, tu fais une rature. Et après tu dis c'est pas grave, c'est un brouillon, et après je vais la réécrire au propre. Ça va? Maintenant prends la dictée de la vie. La dictée de la vie c'est quoi? Quand tu t'exprimes, quand tu agis, tu dois agir en fonction des règles de la vie. D'accord? Des RS, tu t'adaptes, tu es au boulot, tu es efficace, tu mens pas, tu triches pas, tu voles pas, tu fais ce que tu as à faire, tu donnes le meilleur de toi-même. Si au moment, si tu n'appliques pas les règles de grammaire et de syntaxe de la vie au moment où tu es en train de vivre la vie, automatiquement il y aura des ratés, ça s'appelle les ratures. Après tu espères que tu as resté Tipex pour toutes les ratures. Le problème c'est que souvent le Tipex c'est les autres, c'est-à-dire c'est la patience de ta femme qui subit tes erreurs à toi. Un jour il n'y a plus de Tipex. Premièrement. Deuxièmement, tu ne sais pas le prix du Tipex. Troisièmement, tu ne connais pas le taux d'intérêt sur le remboursement du Tipex. Ça peut être un guet, ça peut être une dépression. Donc, moi, je te conseille d'écrire une dictée sans faute. Il n'y aura pas de rature. Parce que des fois, le premier mariage, c'est le brouillon du deuxième. Des fois, les petits-enfants, en fait, les grands-enfants, c'est les brouillons des petits. Parce que genre, toutes les erreurs que j'ai faites, je ne les referai pas. Des fois, les 2 premiers dépôts de bilan, c'est les brouillons de la société que tu as créée. C'est pour ça que, moi, je ne vous raconte pas ma vie, mais je vous donne des éléments. J'ai beaucoup travaillé, un truc qui ne sert à rien. De lire beaucoup de livres en français, d'avoir beaucoup de vocabulaire, de connaître tous les synonymes, de connaître les verbes de transition, de savoir alléger un texte, de savoir anticiper sur le plan, de l'avoir dans la tête, pour réussir à faire tout le bac sans brouillon. Et je l'ai fait. Tout le bac sans brouillon. Bac de philo, bac de français, bac d'éco, tout ce qui se rédige sans brouillon.
Tu rentres comme ça, tu lis le sujet. D'accord? Le sujet, c'était comment peut-on envisager comment ça s'appelle, l'éducation de la liberté dans un système qui est rempli de limites. C'est-à-dire comment l'école peut apprendre la liberté alors qu'elle est remplie de limites. C'était ça le sujet. Donc j'ai regardé le sujet, j'ai posé, j'ai pris les feuilles, j'ai écrit 2 feuilles doubles. Maintenant j'ai marqué 10h10 sur le brouillon. J'ai marqué 10h10. C'était 8h10, 10h10. J'ai fini à 10h10, j'ai donné au gars, j'ai dit voilà. Il m'a dit alors, c'est pas pour cette année? Je dis on verra bien. Bon, 16, c'était bien pour cette année. Ouais. Pourquoi? Mais c'est pas pour vous impressionner. C'est pour vous dire que moi, j'ai tout fait pour ne pas faire de brouillon au bac, parce que dans la vie, je voulais pas faire de brouillon. Vous savez, ça fait un peu brouillon. Là, tu es un peu brouillon, là. Genre, maintenant que ta femme part, d'un seul coup, tu découvres que tu l'aimes. Maintenant que ton fils ne veut plus te parler, tu dis, je pense que je devrais entamer le dialogue. Ça fait un peu brouillon, quand même. Hein. Maintenant que tu voles dans la caisse depuis des années, tu dis, bon, ça serait bien, et que tu as un contrôle fiscal, tu dis, ça serait bien d'avoir une compta. C'est un peu brouillon, ton histoire. Maintenant qu'on a vu une tache sur tes poumons, tu dis, peut-être que c'est vrai que la cigarette, c'est dangereux. Je crois que la tache, elle n'est pas que sur les poumons, je crois. Je crois que tu es une tache en toi-même. Ouais, d'accord. En disant que la tâche ne va pas être facile. Mais c'est ça l'idée. C'est que si un jour, si Dieu veut, c'est peut-être votre cas, mais vous ne voulez pas faire de brouillon, vous ne voulez pas faire de rature, et vous voulez en temps réel vivre votre vie, parce que vous avez bien compris que là, les Chachamim, ils ont un autre langage. Ils disent, on est en train d'écrire le Sefer Torah. Ouais, si Aaron, il avait su qu'on allait marquer que le Hegel, il aurait réfléchi avant. C'est-à-dire qu'Aaron, il ne savait pas qu'on était en train d'écrire le Sefer Torah. Mais toi, on est en train d'écrire ton Sefer Torah, pour ça que l'homme, il s'appelle Sefer. Donc nous, on est en train d'écrire. Donc ça veut dire que moi, je suis là, ici. Je suis en train d'écrire mon Sefer Torah. Je suis en train de vivre, de faire, de donner le cours. Maintenant, je peux vous faire un cours bidon, parce que qu'est-ce que c'est pour moi un cours, et vous dire un truc rigolo et sympathique. Non, je veux pas. Je veux qu'on marque, Yehia, il est venu, il s'est fatigué, il a fait Messirut Nefesh, il a donné le meilleur de lui-même, et il y en a qui en ont profité. C'est ça que j'ai envie qu'on marque. Comme ça, quand le Mashiach, il va lire mon Sefer Torah, il va dire, et tu sais quoi, Kol HaKavod, viens, on fait Akba. Sinon, il va dire, tu sais, mets-le dans une gnisa, parce que vraiment, c'est même pas lui, il n'était pas là, il n'était pas dans son truc, il n'a pas répondu présent, il n'a pas vécu sa vie. La moitié de sa vie, il a fait des faux problèmes, l'autre moitié, il a essayé de les résoudre. C'est ça la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah, elle te propose de la liberté. Si moi je vous dis que j'ai soigné des psychiatres, c'est pas une blague. Il faut se donner les moyens. C'est pour ça qu'il y a une phrase dans la Gemara, comme vous êtes jeune, j'en profite, c'est que la Gemara, elle dit « Ameharetzim en amchaim ». Les ignorants ne sont pas vivants. Il y a même une Gemara qui dit que si le jour de Kippour, tu tues un Maharetz, c'est pas évident que tu es ouvert sur le Tirtzar. Je sais pas si vous... Je dis, ouais, c'est grave, mais ils ont raison les curés. Vous avez compris ou... Ouais. Alors je vous dis l'idée. C'est bien, c'est bien. Non, parce que j'aurais pas dû le dire, donc c'est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ameharetzim en amchaim. Les ignorants ne sont pas vivants. C'est pas Chas v'Shalom que genre les érudits, chez Erit Israël, eux ils sont vivants, et tous les autres, c'est des sourasses pourris de bons à rien. Ouais. Ou de bons à rien. D'accord? Non. C'est quoi? Alors il explique Rav Simcha seul. C'est qu'en fait, la Torah que tu aurais vécue avec la Torah, la vie que tu aurais vécue avec la Torah, cette vie-là, tu ne l'as pas vécue puisque tu n'avais pas la Torah. Moi, je vous donne un machal. C'est comme si un gars, il rentre dans un restaurant, et puis il va à la cuisine parce qu'il connaît le patron. Et il voit un black en train de faire la vaisselle. Et le mec, il chante tout seul, il chante. Oh, le hébreu chantait Oh, bawangelongo bombo. Ouais. Le gars, il est en train d'inventer une chanson, mais avec un contenu philosophique hyper puissant. Il attrape, il dit dis-moi mon boutou, d'où ça sort ce texte? De ma tête. Moi, réfléchis, moi, de ma tête. Moi, hier, Congo, aujourd'hui, France, et moi, réfléchis, moi, qu'est-ce que c'est, vie, qu'est-ce que c'est? Le gars, il dit attends. Il l'attrape, il dit au patron, ça ne dérange pas, je te l'emprunte pendant 2 ans. Il dit vas-y, Behavod. Et le gars, le matin, il lui fait maths, philo, français, et l'après-midi, il lui fait sport, développement personnel. Et le gars, au bout de 2 ans, au bout d'1 an, il atteint le niveau bac, ouais, et au bout de 2 ans, il a une chaire de mathématiques. Il a une tête, il a fait un MBA d'économie, en même temps qu'il a fait un doctorat de droit. Il dit, mais le gars, c'est une tête de malade. Mais un Congo, je ne sais pas si tu vois le Congo, ce que ça peut être le Congo, t'enlèves le go, il reste le... D'accord.
Eh bien, en fait, ce gars-là, il avait un potentiel de folie, mais seulement il n'était pas exploité. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné la capacité. Ben, c'est exactement pareil. Un homme, sans la Torah, il va vivre, il va manger, il va digérer, il va faire des enfants, c'est biologique, ça arrive de manière cyclique chez les femmes, d'accord? Mais la vie qu'il aurait vécue avec la Torah, cette vie-là, elle n'a pas existé. C'est qu'une amplitude de trucs, un Kelly, pour donner une amplitude assez... C'est comme si toi, je sais pas moi, tu peux écrire avec ton doigt, tu peux écrire avec un stylo. Ouais. Tu peux apprendre à faire un petit peu de la musique. Tu peux dessiner, tu peux dessiner pendant les cours. Mais tu peux faire 10 ans de beaux-arts. Tu fais 10 ans de beaux-arts, t'es Léonard de Vinci. C'est dommage. Tu dis, ouais, mais attends, moi, ça me saoulait, moi. Attends, vas-y, le solfège, vas-y, le solfège. D'accord, c'est lourd. Mais regarde, le mec, il prend 80 000 € par concert. Et toi, tu continues dans le métro. Eh, misère, oh la misère. Mais la misère, elle est dans ta tête, ya baba. En aniout karniout adat. Tu comprends, non? C'est ça la misère. Donc c'est dommage. Toi, tu te moquais du fayot. Oh, le fayot, l'autre, il rend sa disserte le jour même. Oh, l'autre, il révise comme un fou. Il fait tous les exercices du prof, plus les exercices qu'on lui donne pas, plus les annales. Ouais, bon, d'accord. Bon, maintenant, le mec, il est chez Ron Poulenc. Il est consultant. Il s'appelle Attali. Il prend 240 000 € par conférence. Ça va pour lui. Et toi? Moi, Bleinara, Fral Shetan, j'en suis quand même à 1 273 €. Je suis intéressé dans la boîte, c'est-à-dire qu'ils me foutent dehors quand ils veulent. Et si Dieu veut, j'aurai mon pavillon à Pantin. Blinéder, Blonéder, que Dieu nous donne vie. Tu le regardes comme ça. Je comprends pas, tu étais assis à côté de lui. Même ta mère, elle t'avait fait un examen de QI, elle a dit il a 140, mais dommage. C'est une intelligence intuitive, c'est pas une intelligence... intellectuel. Mais le gars, au niveau autodidacte, il peut racheter Ron Poulenc. Mais il est paresseux. T'as vu ce qu'elle t'a coûté la paresse? Il y en a qui ratent leurs études par paresse. Il y en a qui divorcent par paresse. Écoute, va lui dire pardon. Oh, pourquoi c'est en mode me lever? Eh ben, elle est partie. Hein. L'autre, il a perdu ses enfants par paresse. Parce qu'il va faire un tour avec eux, essaye de leur parler. Mais ça me saoule, moi je suis fatigué, moi je suis crevé, moi. Ah, j'ai pas envie. Ah ben, tu les vois, ils sont tous en bas de l'immeuble, en train de se donner les moyens de vivre autre chose. C'est-à-dire que tu peux divorcer par paresse, tu peux perdre ton travail par paresse, tu peux devenir idiot par paresse. Parce que comme tu t'es pas cassé la tête pour devenir intelligent, ben tu es resté le brel que tu aurais pu être. Mais c'est cher. Moi je dis mieux, moi. Si on pousse le raisonnement, je dis que si les paresseux se rendent compte ce que pourrait leur rapporter le fait de ne pas l'être, ouais, ils travailleraient énormément pour pouvoir profiter de leur paresse. Ça va? C'est-à-dire, si toi, tu t'avais su qu'en faisant 4 ans de finance, tu allais prendre 30 000 € à Londres pendant 17 ans, ouais, peut-être que tu n'aurais pas glandé à l'école. Alors que maintenant que tu as bien glandé et que tu prends tes 1 700 €, il va te falloir 19 vies pour gagner ce que le mec il va gagner en 5 ans. Donc si tu étais vraiment paresseux, tu aurais travaillé. Parce que le mec, il a 30 ans, il vient de toucher là, de chez Herman Sachs sa prime de fin d'année, une Aston Martin. Il a 17 millions € aux îles Fidji. Et le mec, il est là, il a acheté 28 appartements cette année, dans tout Beit Vegan. Et maintenant, il regarde ses ongles pousser. Bon, il a bossé, hein, c'est pas évident. Hein, la finance, tous les jours, 5 h du matin, 5 h du soir. Mais le mec, il a l'argent. Tu vois la maison Herzliya, tu dis, tu l'as payé cash? Non, c'était un virement. Mais le crédit, non, le crédit, ça porte pas bonheur. Et toi, tu dis, Bezrat Hashem, à Holon, si je peux payer ce 2 pièces, blonné d'air. T'as compris ce qui se passe? Ça veut dire à Botaï que tous les ans, on fait l'élection de Miss Univers, on fait l'élection de Miss Monde, mais le jour où on va faire l'élection de Miss Kin, il y aura des candidats. Maintenant, personne ne nous oblige à être miskin, mesquin en français. Personne ne nous oblige à être petit, personne ne nous oblige à être débile, personne. Alors pourquoi on se fait des efforts pour l'être? Pourquoi on ne se donne pas les moyens? Pourquoi on ne se débat pas avec la vie? Je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge. Mais moi, quand j'avais 16 ans, ma prière, moi j'étais traditionnaliste, ma prière, c'est que je priais de ne pas être un CON
et de ne pas subir les CON. Je mettais les tefilines le matin, mais je priais jour et nuit ça. J'avais peur d'être un CON, j'avais peur. Ah, vous croyez que c'est les racheter votes? Ça aurait pu être. Ouais. Et c'est quoi l'idée? Ça veut dire c'est quoi un CON? Un CON, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas de cerveau. On a trouvé des gens qui étaient dans les grandes facs et tout ça, qui étaient des CON. Un CON, c'est quelqu'un qui n'est pas adapté à sa réalité. Mais t'as vu la femme que t'as? Mais tu regardes ailleurs, mais t'es CON ou quoi? Mais t'as vu les enfants que t'as? Mais vas-y, bouge-toi. Mais t'es CON. Mais regarde, t'as un potentiel de fou. Mais t'as 900 000 euros. Viens, fais un business. Il s'appelle Oli Bagel. Eh ben toi, fais Boli Bagel. Et vas-y, prends de l'argent. Non, tu sais, c'est pas évident. Là, je suis à 1,5 à la banque. Ils ont dit qu'ils vont me rétrograder à 1% si je suis sympa. T'as pas compris le sens de la finance, toi. C'est dans l'inverse. Faut que ça augmente, faut pas que ça baisse. C'est dommage. L'autre qui n'a pas d'argent, il a des idées de folie. L'autre qui a de l'argent, il n'a pas d'idées. C'est ça un CON. Un CON, c'est quelqu'un qui ne vit pas sa vie en temps réel. Maintenant, il ne la vit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il n'a pas les capacités, parce qu'il ne se donne pas, parce qu'il est paresseux. Mais c'est dommage. C'est un CON. Ben, c'est ça l'idée. J'avais peur de ça. Et en plus que je savais que les plus grands choix de la vie, tu dois les faire à 20 ans, mais les capacités pour les faire, tu les auras à 60. Je ne sais pas si vous... Parce qu'à 60 ans, tu es philosophe, tu réfléchis, tu connais la valeur des choses, tu sais faire des choix, tu sais maîtriser tes pulsions, mais tu as 60 ans. Et à 20 ans, tu dois choisir ta femme, ton travail, l'endroit où tu vis, les personnes que tu côtoies, les enfants que tu auras, tu es un baha. Tu dis, ouais, j'ai fait 180 000 à la PlayStation. J'ai 2 copines, j'en ai eu 2. J'ai des besoins d'homme. Ah, il m'a dit ça, 16 ans et demi. Il m'a dit, Rav, dites à mon père, je sais, je comprends, on est religieux, mais j'ai des besoins d'homme. Je dis, j'ai pas compris. Il me dit, j'ai des besoins d'homme. J'avais compris. Il parlait de la partie la plus chaude de la planète, l'équateur. Parce qu'il y a 2 endroits qui sont froids, les pieds et la tête. Les pieds, ils sont froids parce que t'es mal chaussé. La tête, parce que tu dois la garder froide. C'est les 2 pôles. Mais au milieu, il y a l'équateur. La ceinture équatoriale. C'est que c'est la partie la plus chaude du corps, vous savez ça, non? C'est connu. Ça chauffe tout le temps. Il m'a dit, j'ai des besoins d'homme. Je lui ai dit, écoute-moi bien, JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune khmar au carré. Je lui ai dit, mais... Je lui ai dit, ton jean, il est plus vieux que toi. Donc si je devais chercher l'épanouissement de quelqu'un, je commencerais par ton jean. D'ailleurs, ton jean, il tient debout. Regarde, tu l'enlèves, il tient debout. C'est un truc spécial. Il est porté en dessous de la culotte, mais il tient quand même. J'ai posé la question, hein. Ils m'ont dit, c'est des années d'entraînement. J'ai laissé tomber. Bon, peut-être c'est des agents de Calvin Klein, parce qu'ils ont tous des culottes Calvin Klein. Ça doit être le but de dire, bon, je prends 100 € par mois pour montrer ma culotte. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que la personne, en vérité, elle doit se donner les moyens. Ouais. Elle doit atteindre la liberté. Elle doit travailler pour. Et quand moi, j'ai vu, encore une fois, c'est personnel, hein, ça n'engage pas, hein, chacun il a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Mais quand moi, j'ai vu que j'aurais des choix énormes à faire à 20 ans, et que le chronomètre, il arrivait, alors j'ai dit, il faut que je réfléchisse. Alors, à 14 ans, j'ai commencé avec des proverbes, dans le métro, genre, quand tu vois un géant, vérifie bien que ça n'est pas l'ombre d'un pygmée. Ou alors, ne jette pas la pierre à ton voisin si ta maison est en verre. Si tu es fragile, ne t'attaque pas à l'autre parce que ça va te revenir dans la tête, tu vas exploser. J'ai commencé avec ça. Et après, en terminale, je parlais avec le prof de philo, parce que j'avais passé 6 mois sur le temps, 6 mois sur la communication, 6 mois pour mettre en place un système de démonstration, d'objectivation du raisonnement. Alors, il me disait, mais ça c'est Kant, ça c'est Oppenheimer. Je dis, mais moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec la famille. Je n'ai pas ouvert un bouquin de philo de ma vie, mais j'ai réfléchi. Je ne pense pas que j'ai un QI très, très fort, mais j'ai utilisé le petit cerveau. Il y en a qui ont un très gros cerveau. C'est comme le gars qui prend une Maserati pour acheter le pain. C'est dommage, tu vas encrasser le moteur. Mais l'autre, il a une petite Alpine Renault bien nerveuse comme ça. Il l'utilise au bon moment, au moment de la reprise. Ben, chacun, il a les moyens de le faire. Pourquoi? Parce que jamais Akadosh Baruch Hu,
il va laisser quelqu'un sans lui donner les moyens. Maintenant, c'est vrai que le Yetzer Hara, sa fonction, c'est d'empêcher la personne de devenir. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, dans Kiddushin, Barati lecha Yetzer Hara, Barati lecha Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah en médicament. Alors la Gemara, elle donne un exemple incroyable. Faites cette Gemara avant de mourir, elle est incroyable. Non, vous n'êtes pas obligé de mourir le lendemain, mais il faut... Là-bas, la Gemara, elle dit que c'est comme un père qui a frappé son fils. Et il lui a fait une plaie, il a une maca. Et il lui donne une rétia. Rétia, c'est comme avant, c'était un pansement avec des plantes. Ouais, comment ça s'appelle en français c'est un médicament? Non, mais c'est pas un pansement. Non. Je ne me rappelle plus. Bon. Un onguent, c'est ce qu'on met dessus. Au rétia, bon, ça veut dire un pansement, mais qui soigne. Comme aujourd'hui, il y a des patchs. Alors à l'époque, il y avait ça. On mettait des plantes vertes, des trucs écrasés, des trucs comme ça, et on les mettait dessus, et ça soignait. Alors il a dit, la Gemara, elle dit, Kolzman sha'areti alamaka, tout le temps que le médicament il est sur la plaie, alors tu peux manger chaud, tu peux manger froid, tu peux rentrer, tu peux sortir, il t'arrivera rien. Alors à chaque fois que je disais cette Gemara, je dis, mais je comprends pas. Si la Torah c'est le médicament, vous avez compris, le père c'est Dieu, l'homme c'est l'enfant, la plaie c'est le Yetzer Hara, et le médicament c'est la Torah, d'accord. Il dit, si la Torah c'est le médicament, eh ben pourquoi ça ne se soigne pas la maladie du Yetzer Hara? Il n'y a pas écrit, si tu mets le médicament, tu seras soigné. Il y a écrit, Kolzman she'areti alamaka. Ah, le cataplasme. Hazakobaour, merci beaucoup. Ça s'appelle un cataplasme. Ouais. Donc, tant que tu portes le cataplasme sur toi, sur la plaie, il n'y a pas de danger. Il fallait dire, non, si tu mets le cataplasme, il n'y a plus de maladie, c'est soigné. Donc, premièrement, le Yetzer Hara est une maladie qui ne se soigne pas. Tu peux juste te préserver. C'est comme les antibiotiques, ça ne soigne pas la maladie, vous savez ça? Non? C'est juste pour éviter les effets secondaires. C'est une grippe, vous savez, une grippe, si tu la soignes, ça dure 8 jours. Si tu la soignes pas, ça dure 1 semaine. Donc, tu vois, c'est Raymond DeVos qui a dit ça, elle est jolie. Alors, en vérité, tu vas te soigner, d'accord? Mais comme nous, on est pressé, le mal de tête, il va s'arrêter. Bois un peu d'eau, va dormir. Non, mais comme on est pressé, on prend des Doliprane. Mais le mal de tête de ton fils qui est parti avec une Goya, ça, il n'y a pas de Doliprane. Comment tu vas faire? D'accord? Alors maintenant... Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kolzman sha'areti alamaka? Alors, il dit le Yetzer Hara. Ouais, Hachem, il a créé le Yetzer Hara, il a créé la Torah en médicament. Maintenant, vous savez que le Yetzer Hara, il est représenté par Amalek dans ce monde. Et il est représenté par Esav. C'est-à-dire que quand tu veux savoir ce qu'il ne faut pas faire, tu regardes les Goïm. C'est extraordinaire. Ils sont les représentants physiques de l'OLP, du Yetzer Hara. Parce que vous savez, il y a Yaakov et Esav. Vous avez entendu parler de ce combat, ouais? Yaakov et Esav. Maintenant, c'est marqué que Yaakov s'est battu avec Esav. Mais il ne s'est jamais battu avec Esav, il s'est battu avec l'ange de Esav, le Yetzer Hara. Bon, je vous dis tout de suite, à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Non, c'est pas grave. Non, c'est vrai, tu vois un goy, il vient de Bretagne. Le mec, il est né à Quimper, de son père Ludovic et de sa mère Marie-Ange. Et en 2 ans, il s'est fait une Gemara. L'autre, il est né Blainara dans le 19e, il a fait 14 ans d'école juive, tu lui dis c'est quoi une Mishnah? Il dit mais il n'a pas de gros mots. Bah, alors, tu dis le gars, il ferait mieux qu'il se convertisse, peut-être qu'en 2 ans, il va devenir un chassid. C'est bizarre, non? Donc maintenant, quand Yaakov s'est battu avec l'ange, en fait, l'ange, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Donc, et le Yetzer Hara, il est représenté physiquement par Esav, mais en même temps, le Yetzer Hara, il est à l'intérieur de la personne. Parce que la Gemara dans Baba Batra, elle dit ou à Satan, ou à Yetzer Hara, ou à Malach HaMavet. C'est-à-dire qu'il y a un ange qui a 3 facettes. Il est en même temps le Yetzer Hara, en même temps le Satan, et en même temps l'ange de la mort. Maintenant, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est celui qui est à l'intérieur. Cette espèce de pulsion qui te dit vas-y, mens, triche, tourne la tête, dis que c'est pas de ta faute, embrouille, regarde le décolleté. Ça, c'est une pulsion intérieure. Le Satan, c'est celui à l'extérieur qui t'attend, puisque tout le monde s'attend au Satan, d'accord? Et c'est celui qui va te organiser la Avera pour que tu puisses la faire. Il est en face de toi. Et l'ange de la mort, dans la logique linéaire, c'est celui qui va finaliser. Puisque quoi, tu as écouté tes pulsions intérieures, tu as appliqué dans la Avera, maintenant tu vas mourir. Le samouraï, il vient, il te coupe la tête, c'est l'ange de la mort. D'accord? C'est logique. Donc les 3, ils ont un seul ange. Maintenant, si on dit que le Satan, c'est le Yetzer Hara, et si on dit que l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara, et qu'en même temps, on dit que le Yetzer Hara, il est à l'intérieur de la personne, donc Yaakov, il s'est battu avec lui-même. Ça, c'est un yesod. Si j'étais venu que pour ça, ça vous aurait suffi.
c'est qu'avant de faire un combat physique, il faut d'abord faire le combat psychologique. C'est que le bac, tu l'as réussi la veille. La vente, elle est faite avant que tu rencontres le client. Le shidduch, il a réussi parce que tu as déjà gagné le combat psychologique avant de gagner le combat physique. Tu sais, dans le foot, ils disent « Bon, l'équipe était prête au niveau physique, mais le mental n'était pas là. » Je ne comprends pas le mental. Les mecs, ils sont là pour courir. Mais il y a besoin d'un mental. Ça fait 3 fois qu'ils ratent le match. Ils étaient dans l'appréhension de prendre des buts. Leur meilleur attaquant, il s'est cassé la jambe. Mentalement, ils n'étaient pas là. Alors, vous savez comment on appelle un mental qui n'est pas complet? C'est un fromage, ça s'appelle les mentales. D'accord? Parce qu'il y a des trous dedans. Bon. Donc maintenant, si toi tu as des trous dans le mental, ouais, c'est-à-dire que tu n'es pas prêt, tu n'as pas confiance en toi, tu sais pas ce que tu veux, tu n'es pas fort, tu n'as pas gadlut à Adam, tu n'as pas chashivut atzmo, tu n'as pas préparé bien l'examen, tu n'es pas bien dans ta tête, ben tu arrives mais sans le koach, sans la force, sans le pouvoir de pénétration de la réalité. Alors tu vas tomber comme une éponge sur une vitre. Mais si toi tu sais concentrer, projet, concentration, volonté, tu deviens une balle de parabellum. D'accord? Activée au plutonium. Tu vas traverser 21 cm d'acier. Parce que tu es... Mais c'est toi qui décides, concentré dans un projet et fort. Et ça, c'est quoi? C'est que la personne, en vérité, elle a réussi à être complète. Et complet en hébreu, c'est shalem. Et shalem, c'est le contraire de chasser. Et comment il s'appelle le Yetzer Hara? Chasser. Le'olam Adam Chasser. L'homme est toujours manquant. Le Yetzer Hara, c'est cette plaie. Et c'est le manque. D'accord? Maintenant, puisque le Yetzer Hara, c'est le manque, donc celui qui connaît ses manques, il connaît son Yetzer Hara. Mais celui qui connaît ses manques, il sait aussi ce que le Yetzer Hara va lui proposer, puisque le Yetzer Hara est là pour combler tes manques. Or, le Yetzer Hara, il connaît tes manques, puisque c'est lui qui les crée. Moi, le gars, il vient chez moi, il me dit, vous savez, Ahmed Chetrit, je vous dis en vérité, en ce moment, avec ma femme, je la sens pas trop, elle a grossi après la grossesse, on n'a pas vraiment de communication, et puis je la trouve un peu bêta, elle réfléchit pas. Je dis, attention, il y a une maîtresse qui arrive. Ah bon? Il m'a dit, ouais, elle va arriver taille fine, super communication, et avec un esprit vif. Je me dis, de quoi vous parlez? Il m'appelle 2 semaines après, Ahmed Chetrit, à mon travail, une fille a été mutée. En fait, on était ensemble à Yavne il y a 17 ans, je me suis rendu compte de son potentiel. Elle est mince, elle est très vive d'esprit, et elle a une communication extraordinaire. On a des atomes crochus, et on se comprend. Et elle finit mes phrases, on écoute les mêmes musiques, on a les mêmes attentes. Je lui dis, mais tu sais que t'es marié? Oui, c'est vrai, mais un truc comme ça arrive une fois dans la vie. À la limite, j'ai honte de vous le dire, monsieur le rabbin, mais c'est Mina Shamaïm. Alors je lui dis, mais rappelle-toi, JG, ça veut dire jeune jbeb. Rappelle-toi que je t'avais dit que selon ce que tu m'as raconté dans ton couple, je t'avais dit ce qui va t'arriver. Vous me suivez ou non? C'est que quand tu t'engueules avec tes parents, il va venir le dealer. Il est super sympa, il est cool, et les premières doses, il te les donne gratuites. Donc en fait, le terrain de manque que tu as créé avec tes parents, parce que peut-être ton père, il t'a dit que t'es un pauvre type et t'es un nul, il va venir le gars de l'autre côté, il va te dire, mais t'es un mec super, mais tu connais pas tes moyens, tiens, vas-y, détends-toi un peu. Oh ouais, je me sens fort. Si la fille, tu lui dis, t'es moche, comment tu t'habilles, c'est quoi cette façon, t'as vu cette fente dans la jupe, mais c'est honteux, t'es une fille des rues, tu t'habilles comme une fille des rues. Mais l'arabe dehors, il va dire, mais t'es un diamant. Mais t'es un beauté. J'en ai pas des comme ça dans mon village, des Fatima. Parce que tu dis, mais comment des filles en Israël, elles partent avec des Arabes? Avec tous les beaux mecs qu'il y a? Tu me diras, il y a bien des beaux mecs qui vont avec des princesses de Monaco, mais bon. D'accord? Mais c'est quoi l'idée, ouais? Alors je te dis pourquoi. C'est pas que l'Arabe, il est bon. C'est que la fille, elle est faible. C'est pas que la maîtresse, elle est extraordinaire. C'est que ton couple, il battait de l'aile. C'est pas que t'es un mec malhonnête. C'est que ta trésorerie n'est pas claire et que l'opportunité de prendre 100 000 € en transportant 5 000 sachets de 1 gramme de sucre en poudre ne se présente pas tous les jours. Et toi, t'as dit c'est juste pour un essai. Donc t'as eu le béguin. Et comme c'est du sucre, ça fait béguin ici. C'est pas grave. Ouais.
Et maintenant, tu es en prison, en Thaïlande, et tu dis, bah, au moins j'ai gagné le loyer. Maintenant, toi, quand tu avais des problèmes de trésorerie, tu aurais dû réfléchir qu'il allait venir une tentation d'argent facile. Quand tu n'as pas de respect de toi-même, tu savais qu'il allait venir une tentation de... Quand tu vois que ton couple il est un peu comme ça, tu sais qu'il va venir une tentation. Quand ton fils il commence à délirer et que tu as une tentation de te mettre en colère, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va l'accueillir dehors. Mais pourquoi tu n'as pas réagi? Parce que je te dis que tu n'as pas compris que le Yetzirah, c'est le Satan. Et pourquoi le Satan s'appelle Satan? Vous savez ou non? Pourquoi le Satan s'appelle Satan en français? Parce qu'il t'attend et parce que c'est celui auquel tout le monde s'attend. C'est celui qui s'attend au Satan n'a pas de problème avec le Satan. Maintenant, comment on appelle s'attendre au Satan? On appelle les Ezeu Chacham Roet Hanolad. Maintenant, si toi tu connais ton terrain d'aujourd'hui, tu connais ton futur. Regardez le raisonnement. Peut-être qu'il y en a que parmi vous qui l'ont déjà entendu. Moi aussi, je l'ai entendu puisque j'assiste à toutes mes conférences. Ça, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. D'accord? Maintenant, vous savez pourquoi le passé s'appelle le passé? Blainara. Extraordinaire. Alors à ce moment-là, pourquoi le futur s'appelle le futur? Non, parce que c'est l'avenir. C'est à venir. Ça va? Donc, maintenant, écoutez bien, si le passé, à un moment, il était présent, là il y a le présent, là il y a le passé. Maintenant, à l'époque, le passé était présent. Et le futur, un jour, il sera présent. Alors attention. Oui, bien sûr, oui. Tu veux faire un duo bon. Alors, franchement, la moitié du cachet, ça vaut pas le coup. Donc, je te donne l'idée. Alors, restez concentrés en un seul mot. Donc, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Maintenant, quand le présent est là, le passé est là-bas. Maintenant, on a dit pourquoi est-ce qu'on appelle ça le passé? Parce que c'est un présent qui est passé. La preuve, c'est que mon présent est le fruit de mon passé. Donc, pour comprendre mon présent, il suffit que je regarde mon passé. Par exemple, si je plante des roses, il pousse des roses. Donc je mets des graines, je dis, c'est quoi, je sais pas, mets-le. Après je vois des roses, je dis, oh, il y a des roses. Donc sûrement que tu as dû planter des roses. Si tu plantes des orties, ils poussent des orties. Oh, ouais. Et si tu t'es planté, il pousse rien. D'accord? Ouais. Donc puisque ton présent est le fruit de ton passé, d'accord? Donc en regardant ton passé, tu comprends ton présent. Ça va? Maintenant attention, à l'époque de ton passé, quand ton passé était présent, ton présent était futur. Enfin, sera futur. Vous me suivez toujours? Maintenant, écoutez bien. Si je dis que je comprends mon présent en regardant mon passé, parce que mon présent est le fruit de mon passé, donc un jour, quand mon présent sera passé, mon futur sera présent. Et à ce moment-là, à l'époque où mon futur sera présent, en regardant mon présent qui sera mon passé, je comprendrai mon futur. Donc, puisque je comprends mon présent en regardant mon passé, il suffit que je mette mon présent au passé pour connaître mon futur. C'est QFD, ce que fait Dieu. Vous avez compris ou? On dit aussi qu'on apprend toujours de ses erreurs. Oui, mais c'est pas une mitzvah de faire des ratures. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Parce que c'est quoi une erreur? Une erreur, ce qu'on appelle en français, c'est un manque de présence d'esprit. Tu sais, on a tout un dictionnaire, j'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte, je savais pas, on m'a pas expliqué, c'est pas le moment, c'est difficile. Mais natati lefanecha et hachaim vetamavet, d'accord? Ou bacharta bachaim. Donc le choix d'être brel, tu sais, quand tu réfléchis à la culpabilité du bourreau, tu peux être interpellé par la complicité de la victime. Ça va? C'est-à-dire jusqu'à quel point mon refus d'être a priori m'a incité à être a priori a posteriori. Et c'est vrai qu'on apprend de ses erreurs. Parce que tu es bien obligé de gérer l'impact émotionnel du fait de t'être planté. Mais peut-être que la même maturité que tu as eue en te plantant, tu aurais pu l'avoir avant sans te planter. Ça évite les cicatrices, les dépôts de bilan, les divorces, les dépressions, les chutes de vélo. On t'avait dit d'apprendre. Oh, tu sais, un vélo, c'est un vélo. Eh bien, nous assistons ce soir à l'enterrement de Ludovic, qui a voulu faire du saut élastique sans élastique. On peut le faire qu'une fois. Et pareil, c'est très spécial comme sensation.
Il a fait une intra-vodka, c'est-à-dire une injection de vodka directement dans le cerveau. Ça aussi, on peut le faire qu'une fois. On ne peut pas vivre comme ça. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est vrai qu'on peut grandir de ses erreurs, mais des erreurs qui sont arrivées contre ton gré, mais des erreurs que tu as organisées par négligence. Moi, j'appelle ça organisé par négligence. Parce que quand tu n'as pas tout fait pour que ça n'arrive pas, c'est comme si tu as tout fait pour ce que ça arrive. D'ailleurs, si vous étudiez Nézikine, vous étudiez Nézikine un petit peu Baba Kama, non? Pas du tout. Si vous réfléchissez bien, le yesod de Nézikine, c'est la pshia. Et la pshia, c'est quoi? C'est la négligence. Maintenant, le fait que tu payes parce que tu casses, ça c'est la logique de Mishpatim. Mais en quoi tu es chayav dans Nézikim? Alors là, il y a un stapler qui se bagarre. Et un ran là-bas qui explique que pourquoi je suis chayav quand j'ai cassé? Quel avéra j'ai fait? Ben je casse, je paye. Je rentre dans un magasin, j'ouvre un paquet type, je mange. Le mec il me dit qu'est-ce que vous faites? Il me dit ça va, je mange. Il me dit mais il faut payer. Mais je paye, quitte à que je ne vais pas te payer. Eh ben je paye. Eh ben au lieu de consommer des chips, je consomme ta bagnole. Je prends, je t'explose la bagnole, après je viens, tu me dis quoi? Mais tiens, voilà, tiens, 20 000 shekels, si tu me prends la tête, tiens, j'ai envie de me déchirer une bagnole maintenant. Donc pourquoi c'est la sorte cassée? Ça va? Tu dis mais non, mais c'est assourd, c'est pas bien. Vas-y, utilise ton cerveau, vas-y, c'est pas grave. T'as peur de devenir intelligent, quoi. La Torah, elle t'a dit tu casses, tu payes. Tout Mishpatim, c'est ça. Mais qui t'a dit que t'as fait une avéra en cassant? Est-ce que je paye? Alors je t'ai dit l'idée. La avéra de Nézikin, des dommages, c'est pas le casser, c'est la pshia. Parce que t'étais pochéa. Et c'est quoi être pochéa? C'est-à-dire de ne pas se donner les moyens d'éviter l'obstacle. Donc je ne te reproche pas d'avoir fait, je te reproche de ne pas avoir fait. Par exemple, tu n'as pas fait une bonne shmira, tu payes. Mais j'ai rien fait, le bœuf il a cassé. C'est ton bœuf, tu n'as pas fermé la barrière, tu payes. Donc ça veut dire que celui qui ne se donne pas les moyens que ça n'arrive pas, on considère comme s'il avait tout fait pour que ça arrive. Donc ça ne veut rien dire que je n'ai pas fait exprès, puisque tu as fait exprès de ne pas faire exprès. C'est bien, comme ça vous avez fait la pticha sur Baba Kama. T'as compris l'idée ou non? Donc jamais dans la vie tu dois dire j'ai pas fait exprès. Jamais dans la vie tu dois dire je me rendais pas compte. Jamais dans la vie tu dois dire je pensais pas que c'était important. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a empêché de penser que c'était important? Et là, tu t'es pas donné la sensibilité, t'as pas pris le temps de réfléchir, tu t'es pas construit. Donc tu dois pas faire tes chouvas sur le fait que tu as cassé, tu dois faire tes chouvas sur le fait que tu es négligent. Tu dois pas faire tes chouvas sur le fait que tu n'es pas Shomer Shabbat. Tu dois faire tes chouvas sur le fait que tu es ignorant. Tu ne dois pas faire tes chouvas sur le fait que tu sors avec des meufs. Tu dois faire tes chouvas sur le fait que tu es incohérent, parce que tu as fait la yeshiva ktana et tu sors avec des filles. Donc tu es incohérent. C'est ça ton problème. C'est que tu n'as pas trouvé la racine de la Avera. Ça, c'est grave. Parce que sachez que pour les Rechaïm cohérents, il y a le Geinam. Pour les Tzadikim cohérents, il y a le Gan Eden. Mais pour les incohérents, il n'y a rien de prévu. On va te mettre tout, toi. C'est le Hazonish qui dit ça, hein, c'est pas moi. Moi, je ne me permettrai pas de dire devant des Tamil et Chachamim. Moi, je suis une photocopie de Goy, donc... Mais ça veut dire quoi? C'est très important. Ça veut dire qu'en fin de compte, à chaque instant, quand tu fabriques ta personne, tu fabriques ton avenir. Donc si quelqu'un, il n'est pas dans son présent, si quelqu'un, il n'est pas présent dans son présent, c'est très probable qu'il n'était pas présent dans son passé, et c'est très probable qu'il ne soit pas présent dans son futur. Maintenant, le pire qui peut t'arriver dans la vie, justement, c'est de ne pas être présent. C'est pour ça que moi, qui connais pas mal de gros mots, et qui ai vu des choses très graves, et des matzavim que je ne veux même pas vous salir la tête de ce que j'ai pu voir dans la communauté, en dehors de la communauté, je n'ai même pas fouillé le fond de la poubelle, mais même dans la communauté, j'ai vu tellement d'horreurs, tellement de clubs échangistes entre feuilles, des homos, des attouchements, j'ai tout vu. Mais ce qui me choque le plus, c'est quand quelqu'un me dit « Je reconnais, mais j'ai manqué de présence d'esprit. » Mais ça me choque. Bon, je sais que pour vous, c'est un peu bizarre, parce que je crois que vous allez dire espèce d'en... Non, pas du tout. Ouais. Mais ça me choque. Je dis, mais comment tu as pu manquer? Je dis, oui, je sais, Rav. Je suis marié, je suis religieux, j'ai une conscience, j'ai été éduqué par mes parents, j'ai des valeurs. Mais la vérité, j'ai manqué de présence d'esprit. Et ça me choque. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que Rabotai, t'es qui, toi? T'es qui? Tiens, un costard, ou un jean, un blouson, un corps, de la viande, organisée plus ou moins de manière harmonieuse,
un cerveau, une culture et une conscience. Maintenant, la conscience, c'est le seul lien qui fait de toi une personne liée à la réalité. C'est la grosse marloquette Rabbi Shimon Rabbi Yehuda sur Mitkaven ou Mitkaven. C'est quoi? Pourquoi Eno Mitkaven, ça serait Patour? Ou Patour Avalasur, pourquoi? Parce que c'est quoi Mitkaven? C'est quoi Mitkaven? Hein? Voilà. Ça veut dire que tu es conscient de ce qui t'arrive. C'est pour ça que Mitarasek Beshabbat, Patour, mais Mitarasek Bechaim, Chayav. J'étais mitarasek dans mon mariage. Et quand tu t'es rendu compte, quand tu as trompé ta femme, c'est là que tu as vu que tu étais mitarasek. Tu étais mitarasek dans l'honnêteté. Le jour où tu t'es rendu compte que tu volais, tu as vu que tu étais mitarasek dans l'honnêteté. Mais mitarasek bahaim chayav, on n'a pas le droit d'être mitarasek. Donc c'est quoi l'idée? J'ai manqué de présence d'esprit, ouais. Puisque l'esprit c'est la conscience. Et la conscience c'est la seule chose qui est propre à toi. D'accord? Donc quand toi tu perds la conscience, c'est ce que tu dis, j'ai manqué de présence d'esprit, donc tu n'es pas là. Maintenant, que ça me fait? À quoi ça me sert que ton costume est là, que ton corps est là si tu n'es pas là? C'est pour ça que la Vera, si vous regardez bien, ouais, elle est sur le manque de conscience. Et un homme tout entier, c'est qu'une conscience. Et même au Lamaba, qu'est-ce qui va rester? Vous croyez que le corps, il reste au Lamaba? Il reste la conscience. Donc en fait, toute ta vie, tu construis une conscience qui va rester après ta mort. Maintenant, si durant ta vie, tu n'as pas créé ta conscience, qui t'a dit que tu as existé? Parce que toi-même, tu dis, j'étais inconscient. J'étais pas là, j'avais la tête ailleurs, je me rendais pas compte de l'importance. Donc, tu n'étais pas conscient. Ouais. Or, la conscience, c'est la seule chose qui est propre à toi. Regarde, t'es marié, c'est quoi le mariage? Tu dis les tournelles en 98, les témoins, la soirée, la bouffe, le truc, l'angoisse, la première nuit. Non, le mariage, c'est une conscience maritale. En fait, on te fait toute une cérémonie pour que tu comprennes que tu es marié. La bar mitzvah, c'est pour quoi faire? 9 000 € quand même, c'est pas évident. Toute la famille, elle vient, on prend l'hôtel Hilton à Tel Aviv, on te paye des défilines à 600 chez le truc. C'est pour que tu prennes conscience que tu es juif. C'est la bar mitzvah, ouais. Quand tu as un enfant qui naît, tu dois développer la conscience parentale. Où il est depuis 3 jours? J'en sais rien, je m'en fous, il m'énerve. T'es un parent. Eh ben, ça me prend la tête, tu sais quoi, il a qu'à crever. Non, mais je parle pas de ton chien, là, je parle de ton fils. Donc, t'as pas développé la conscience. Ça veut dire que l'enfant, c'est l'occasion de développer la conscience parentale. La femme, c'est l'occasion de développer la conscience maritale. Le travail, c'est l'occasion de développer la conscience professionnelle. Le judaïsme, c'est l'occasion de développer la conscience juive. Maintenant, comment on appelle la conscience exacerbée de l'existence de Dieu? Eirat Shamayim. C'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui a une conscience perpétuelle que Dieu existe. Ça s'appelle Shiviti, Hashem, Lenegdi, Amin. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu fais toute ta vie? Tu ne fais que parfaire, améliorer, développer ta conscience. C'est comme si toi, tu as créé un logiciel et tu l'améliores, tu l'améliores, tu l'améliores, tu l'améliores, tu l'améliores. Le gars, à la fin, il va te dire, attends, je ne comprends pas, tu as passé toute ta vie à fabriquer un software. Achète un terrain à Jérusalem, mets un 2 pièces dessus, ouais, et vas-y, et mets un 3 pièces, mets un 5 pièces, mets un 2e étage, un 6e étage, et quand tu vas mourir, les gens ils vont dire, tu sais, c'est mon papy qui a fait ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait du virtuel, tu as fabriqué un software. Mais tu sais ce qu'il fait, ce software? Ce software, il gère 117 millions de flux de messages par seconde sur Facebook. Wow, t'as fait ça, toi? L'âge, le truc, les intérêts, le truc, le développement, le truc, l'influence, là où il faut placer la pub. T'as fait ça, toi? Ouais. Mais c'est du virtuel. C'est du virtuel, mais je l'ai quand même vendu 34 milliards à Microsoft. Quand t'as vendu du virtuel, ben le jour où tu vas réfléchir qu'en un coup de finance, tu fais le bénéfice de 113 millions de pizzas, peut-être que tu vas voir la différence entre la finance réelle et la finance virtuelle. T'as compris? Moi, je connais un gars, il a un immeuble entier à Manhattan. Un immeuble entier. Il n'y a rien. Il y a tout l'immeuble. Et tout en haut, au 80e étage, il y a son bureau. Tu rentres dans son bureau, c'est un étage. Vous savez ce que c'est un étage? Tu vas voir, par exemple, tu as une pièce. Lui, c'est tout l'étage, il n'y a que des vitres autour, c'est son bureau. Et au milieu, il y a un bureau avec un ordinateur et une souris. Et le mec, il regarde l'écran. Il fait comme ça. Tu
dis, mais qu'est-ce que tu as fait là? Là? J'ai pris 100 000. Non. Si. Il regarde. En fait, il y a 2 écrans. Il regarde les marchés. Comme ça. Il ne peut pas aller se balader, ce mec-là. Parce qu'il va perdre 800 000 $ en 10 minutes. Il ne peut même pas fumer une clope. Il est toute la journée avec ses 4 litres de café, plus ses vitamines. Il ne peut pas. Comment il va faire? Il fait ça, il prend 100 000. Tu lui retiens la main, tu dois aller au tribunal pour 100 000. Le mec, il fonctionne. Et toi, tu dis, moi, tu sais combien je gagne sur une pizza, moi? Tu sais combien je gagne, moi? 20 shekels sur une pizza. Tu sais quand je fais 100 pizzas, combien je prends? 2000 shekels. Tu te rends compte, si je fais 54 magasins de pizza, tu sais combien je prends? 180 000 shekels par jour. Tu te rends compte si je deviens grossiste en produits de pizza? Tu sais combien je reçois? 1 million de shekels par jour. Tu te rends compte si moi je développe un concept de design de pizza qui revend les produits de pizza avec la franchise de la marque de la pizza? Tu sais combien je prends? Eh bien tu prends en 20 ans ce que le mec il apprend en 5 minutes. Tu sais pourquoi? Parce que ça c'est du virtuel et ça c'est du réel. Or, le déplacement, c'est quoi? C'est le rapport entre la matière et le temps. Donc, moins il y a de matière, plus il y a de vitesse. Moins il y a de matière, plus il y a de vitesse. Vous n'avez pas appris ça à l'école, non? Donc, le virtuel, c'est moins de matière. Donc, il y a moins de matière, il y a plus de vitesse. Donc, les bénéfices viendront beaucoup plus vite quand il y a moins de matière. Donc, si tu es intelligent, développe un business qui gère du virtuel plutôt que de gérer du réel. Tu dis, alors, et moi, j'étais en train d'essayer de vendre le maximum de téléphones. Et j'achète un 2e camion pour transporter les iPhone 6. Mais ça ne sert à rien, Baba. Combien tu vas vendre? Combien tu vas faire? Maintenant, si le virtuel, il rapporte plus que le réel, pourquoi? Parce que l'essentiel, il rapporte plus que le superficiel. Alors, c'est quoi l'essentiel de l'essentiel? Qui rapporte plus? Ce matin, j'étais à Bnei Brak. J'ai rencontré un rave, un très grand rave. C'était un grand sroud de le rencontrer. Et ce rave-là, il s'appelle Rav Israël Kalmanovitch. Vous avez entendu parler de lui? Non? Son père, il l'appelle le Matzil, parce que pendant la guerre, c'est lui qui a organisé le départ des Bachourim pour Shanghai, de Mir. Et après, il était aux États-Unis, il ramassait de l'argent pour sauver des Juifs. Et une fois, il a voulu avoir un rendez-vous avec Truman, le président Truman. Il a dit, voilà, je veux voir. Il a dit, il y a un juif qui veut vous voir. Le mec, il a dit, vache ta mère. C'est ce qu'il a fait? Il s'est mis devant les fenêtres de la Maison Blanche pendant 3 jours sous la neige. Il n'a pas dormi, il n'a pas mangé, il est resté comme ça 3 jours. Truman, tous les jours, il disait, mais c'est qui? Ben, c'est le gars, il veut vous voir. Il en a eu tellement marre, il l'a fait rentrer. D'accord? C'est ce qu'il a fait, lui. Il a appelé Eichmann, il l'a appelé. Il dit, voilà, je vais t'acheter un wagon de juifs. Le mec, il a dit, ok. Il a dit, mais à une condition, c'est que tu me donnes la liste des gens qui sont dans le wagon. Il a dit, bah tiens, il y a un départ demain de Paris, et il y a 100 personnes dans le wagon, tu me donnes la liste. C'est ce qu'il faisait, il regardait la liste. Il allait voir un gars dont le grand-père était dans la liste, en Amérique. Il va le voir à 1h du matin, il tape. Le gars, il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il faut que je te vois. Il dit, mais ça va pas, il est 1h du matin. J'ai que ça à faire, moi j'ai des usines, j'ai des magasins. Il dit, il faut que tu viennes maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Le mec, il sort, il rentre, il dit, voilà, je t'explique. Demain matin à 10h, il y a un convoi qui va arriver à Auschwitz. Il y a 100 personnes dedans. Maintenant, je l'ai négocié, on peut l'acheter. Alors, t'es prêt à payer ou non? Le mec, il dit, mais t'es malade. D'abord, je te crois même pas. À l'époque, il croyait pas, il savait pas. Il a dit, en plus, tu crois que je vais payer? Mais c'est la meilleure embrouille du monde, là. Mon argent, il va partir en fumée, c'est le cas de le dire. Ouais, d'accord. Tu veux que je te paye pour sauver des gens qui, soi-disant, ils vont à Auschwitz, mais tu crois que ça, qu'ils organisent des fours pour... Le gars, il dit, voilà la liste des gens qui sont dans ce wagon, et regarde la 8e ligne, c'est ton grand-père. Le mec, il fait comme ça. Son grand-père, polonais, il est déporté. Le mec, il appelle sa banque à 1h du matin, il dit, vous vendez la maison, vous vendez mes biens, vous vendez mon business, il me faut 28 lingots d'or demain matin à Berlin à 8h. Et le mec, il a sauvé son grand-père. Maintenant, ce Rav Kalmanovitch, il avait un seul fils, qu'il a eu beaucoup de mal à avoir. Et avant, il était tellement occupé, il a téléphoné à un monsieur qui s'appelle Rav Yecheskel Levinstein. Un gars connu, un gars sérieux. C'était le Meshgar de Ponyovitch. Mais à l'époque, c'est lui qui l'avait aussi sauvé de la Shoah. Il l'a appelé, il lui a dit, écoute, j'ai un problème, j'ai mon fils, j'ai un seul fils. Et je suis tellement occupé, j'ai pas le temps de m'occuper de lui.
et j'ai peur qu'il tourne mal. Alors, qu'est-ce que je peux faire? L'autre, il a dit, le Rav Yecheskel, il dit, écoute, toi, tu m'as sauvé la vie, alors moi, je vais sauver ton fils. Envoie-moi ton fils, je vais m'en occuper. Il a envoyé ce fils. Ce fils s'appelle Israël Kalmenovitch. Il a grandi chez Rav Yecheskel Levinstein. Je ne sais pas si vous... Ben Baïd, d'accord? Maintenant, aujourd'hui, il a plus de 80 ans. C'est un tzaddik qui est Sodra Olam, Rav Steinman, tout le monde va chez lui. Tout le monde va chez lui. C'est un spécial, ouais. Il fait 6 heures pour faire Shacharit, tu vois. Il met 5 heures pour faire Arvit. Il sort un sefer par an. Un sefer par an, il sort de Chidushim. C'était une géonoute incroyable. Et tu le vois, mais pas tout comme ça, Maasénissime, comme si tu lui dis bonjour. Tu dis Bracha Vatzlacha, la leucémie, il a disparu. Et je l'ai vu ce matin. Maintenant, je ne sais pas par quelle route je l'ai vu. Parce qu'ils m'ont fait un kavod, à grave, à Megzaket, à Rabim. Comme un mec qui fait clown toute l'année, on lui fait rencontrer des Gdolim, c'est un pélé, ouais. Mais j'ai dit, bon, peut-être le bon Dieu, il a vu un peu de l'Echem Shamaim là-dedans. Mais c'est quoi l'idée? J'ai dit, cet homme-là, il est devenu comme ça parce que la Messirut Nefesh de son père. Ça va? C'est la folie. C'est la folie complète. Tu sais ce qu'il m'a raconté? Qu'à 11h du matin, il mange un petit peu de poivron frais, coupé en petits carrés, un petit peu. Et à 2h du matin, il mange une soupe avec des petits filets des petits trucs de poulet. C'est tout. Jusqu'au lendemain. Et il rentre tous les soirs à 2h du matin du kollel. Et quand il rentre à 1h du matin, sa femme, elle dit, Haval, pourquoi tu rentres maintenant? Va étudier encore 1 heure. Maintenant, une Messirut Nefesh comme ça. Ouais. Je te dis, les grands, ils disent, il faut aller chez lui. Les grands. Ouais. Pas les grands de taille, hein, les grands. Ouais. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, celui-là, il est dans l'essentiel de l'essentiel. C'est-à-dire que si toi, tu as compris que la finance, elle rapporte beaucoup, parce qu'en fin de compte, tu joues sur le concept au lieu de jouer sur la matière, ouais. Si avant, on pouvait vendre un ranch en Australie à 80 millions de dollars, et qu'aujourd'hui, on peut vendre un logiciel à 7 milliards, juste un truc pour trouver sa route, parce que ça s'appelle Oise, ouais, d'accord? Alors imagine le software du software. Et c'est quoi le software du software? C'est la Torah. Donc celui-là, c'est le milliardaire. D'ailleurs, le Rav qui m'a présenté, il l'a installé en face de chez lui, il lui a créé son kollel. Et lui, il me dit, toute la tzlacha que j'ai dans mon makom, c'est grâce à lui. Je dis, c'est normal, tu as fait comme Bill Gates. Parce que Bill Gates, on lui a demandé comment vous avez réussi. Il a dit, j'ai su m'entourer. Je dis, vous êtes malin. Vous avez pris un tzaddik, vous l'avez mis chez vous. Le mec, il est tranquille, il a mis une pile atomique. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que vous êtes jeune. Moi, je suis jaloux de vous parce que vous avez la vie devant vous. Maintenant, moi, j'ai 53 ans. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Parce que Yaakov, c'est Yud Ekev. Yud, c'est la Chorma, et Ekev, c'est le talon. Et un juif, il doit toujours sentir qu'il est encore au talon de sa Chorma. Mais vous, vous êtes jeune. Vous avez le cerveau vif. Moi, je suis fatigué. Il faut réfléchir. Les cassements de tête. Mais vous, vous êtes libre. Vous êtes jeune. Vous pouvez faire Ternion et 50 yeshivas en même temps. Vous pouvez le faire. Vous êtes libre. J'ai vu des gens. J'ai rencontré quelqu'un, il a fait HEC et un MBA d'économie en même temps. Un autre, il a fait dentaire et HEC. Le mec, il dit, attends, c'est pas évident déjà de faire dentaire. Mais dentaire, c'est quoi? C'est un technicien de bouche. En fait, tu fabriques des cuisines, quoi. D'accord? Mais le mec, il a fait dentaire et HEC. Maintenant, tu le vois, il habite à Marseille. Il a 19 cabinets, avec 6 sièges chacun. Tu crois qu'il est en train de faire de la dentisterie, le mec? J'aime bien. Moi, j'aime bien par colonne, tu vois. J'aime bien par colonne, mais des fois, j'aime bien les mettre en carré, tu vois. Le mec, il est obligé de louer des studios pour mettre son argent. Tu vois. Et l'autre, il dit, ouais, tu sais, j'ai fait 2 implants aujourd'hui, et Blainara, que Dieu protège. C'est dommage. Alors, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que si vous avez de l'ambition, n'ayez pas peur d'avoir l'ambition de votre ambition. Et si vous avez fait de la géométrie, vous savez qu'entre 2 points, on peut faire passer une droite. Le point où tu es, le point où tu vas arriver. Maintenant, ne regarde pas le point où tu vas arriver. Regarde le point par lequel tu peux passer. Et jusqu'où elle va la droite? Plus l'infini. Alors n'allez pas dans moins l'infini, c'est Aïlat. Allez de plus l'infini. L'autre côté, ouais. Mais pour ça, il faut vous donner les moyens. Et pour ça, il faut beaucoup réfléchir, beaucoup étudier la Torah et beaucoup travailler ses midotes pour en fin de compte être un homme bien. Une fois, j'ai dit à un rave, je l'ai dit, il m'a dit, mais ça c'est du bon sens.
Je lui dis, mais combien de milliers d'apim il faut étudier pour avoir du bon sens? Pour avoir confiance dans son bon sens. Parce que quand tu vas voir un gadol, il te dit un truc, tu dis, oh, aïe, 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 aïe. Après tu dis, oh, c'est du bon sens. Toi aussi tu aurais pu penser, mais tu n'as pas confiance en toi. Maintenant, ton bon sens à toi s'appelle le Da'at Torah chez lui. Maintenant, normalement, chacun il doit être un Melech. Chacun il doit être un Dayan. Pourquoi? Parce que toute ta vie, tu vas faire des choix. Maintenant, pour faire des choix, il faut avoir les moyens de le faire. Donc, il faut que tu apprennes à te connaître, il faut que tu maîtrises ta personne, que tu gères tes émotions, que tu maîtrises ton intellect. Après, il faut que tu fasses tes bons choix, que tu sois entouré des bonnes personnes, que tu aies les kélim, que tu développes au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau nishmatique. Parce qu'à quoi ça va te servir de racheter Ron Poulenc si à 50 ans, tu dis ma vie n'a pas de sens? Je donnais un cours à quelqu'un, le gars, il gagnait le SMIC toutes les minutes à peu près. Un gars assez riche. Et un jour, je vais pour lui donner cours. Il y avait la moitié de la chose, c'était à lui. Il avait 4600 appartements en Europe, qu'en Europe. Et comme ça, j'étais en train d'enseigner, il n'était pas bien. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, je ne suis pas bien. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Il m'a dit, je ne suis pas bien. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, aujourd'hui, j'ai doublé le volume de ma fortune. Je ne sais pas si vous... Il gérait les biens de Karajan. Il était associé avec l'ancien président du Liban. C'est-à-dire, c'était du très... C'est-à-dire, Rabin et Pérez, ils venaient à son bureau le voir. C'est un peu le genre de... Et le mec, il n'avait pas le moral parce qu'il avait doublé le volume de sa fortune. Yesh Lomane, Rod, c'est sa cousine. D'accord? C'est incroyable, ouais. Alors, je lui ai dit, alors pourquoi ça vous angoisse? Il m'a dit, parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai encore envie de travailler. Il venait de comprendre que l'appétit est spirituel, mais que la nourriture est matérielle, et que jamais la nourriture matérielle ne pourra rassasier une soif spirituelle. Baruch Habba Bekoum. Alors le Kolelman, il ne se rend pas compte de la valeur de la Torah qu'il étudie, et il rêve de gagner 100 000 euros en vendant un appartement. Et le Fry, qui a fait 19 ans d'études, il comprend que ça n'a pas de sens, bien qu'il a 2 yachts, 5 villas, la dernière Aston Martin, l'Harley Davidson dans l'ascenseur en bas. Ouais, c'est bizarre. Alors c'est quoi l'idée, Rabotai Spachout? C'est que si quelqu'un ne se donne pas les moyens d'avoir le sens de l'essentiel, il risque de passer à côté de beaucoup de choses. Ouais. Et l'essentiel, il est vital. Donc l'essentiel, il est accessible. Donc moi, je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous allez beaucoup vous casser la tête, que vous allez beaucoup étudier la Torah, que vous allez beaucoup travailler vos midot, que vous allez bien réussir dans le chol. Ouais, c'est qu'un juif n'a jamais le droit d'être nul. Il faut être ni nul au kollel, ni nul. Si tu es à la fac, déchire. Va nous faire un prix Nobel. Tu dis non, c'est déjà pas mal, grâce à Dieu. Non, les fonctionnaires, c'est la seule chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi on les appelle fonctionnaires. D'accord? Et si vous êtes à la yeshiva, vas-y, va déchirer, va être jaloux de Rav Obadia. Non, grâce à Dieu, j'ai fait mon hamoud. Alors tu vas devenir un pilier. D'accord? Il faut déchirer. Là où tu es, tu déchires. Un juif, il doit toujours dépasser ses limites. Mais quand vous le faites, vous allez vous rendre compte de la vraie sensation que tous les goïms, ils cherchent. Les goïms, qu'est-ce qu'ils cherchent, les goïms? Avec leur film, leur ambiance, leur stress, leur guerre. Ils voudraient sentir qu'ils sont vivants. Ouais. Mais c'est ça, se sentir vivant. Ouais. Chaim kolechem hayom, c'est ça, vivant. Vivant, pourquoi? Parce que t'as descendu, t'as traversé la cordillère des Andes en VTT en marche arrière. Parce que on t'a lancé en catapulte entre les îles Fidji et Miami. C'est pas ça, se sentir vivant. Se sentir vivant, c'est-à-dire se sentir vivant que ta neshama, elle a pratiquement plus d'espace entre elle et la réalité. C'est que si tu as un corps très très fin et une neshama très épaisse, ça s'appelle en français que tu es un tzaddik, ça s'appelle être bien dans sa peau. Mais si tu as un corps très épais, dans une réalité très épaisse, et une neshama qui est très fine, de la taille d'un fibre optique, ne t'étonne pas que tu es obligé de prendre des vitamines pour sentir que tu as vécu quelque chose d'important. Maintenant pour ça, vous avez besoin de moyens. Maintenant, moi j'ai commencé à étudier la Torah à l'âge de... Je suis rentré à l'Yeshiva à 20 ans. 20 ans. C'est tard, 20 ans. Ce matin, quand il m'a fait visiter l'école, j'ai honte. Mais on était en petite classe, je ne sais même pas ce que... Moi, je ne connais pas ici qui t'a Aleph, qui t'a Bête. Mais ils étaient petits, je voyais qu'ils étaient petits, je crois, genre comme en CE2, je ne sais pas. Il les a interrogés sur la Mishnah.
comme ça, Mishnah Aleph, Mishnah Bet, mais rien que le début. Qu'est-ce qu'il y a la première Mishnah, la deuxième Mishnah, la troisième Mishnah. Après, il dit la deuxième Mishnah du troisième Pérec, la cinquième Mishnah du premier Pérec. Après, la dernière Mishnah du sixième Pérec. Après, l'avant-dernière Mishnah et tout. Je dis, mais moi, c'est-à-dire qu'ils connaissent à l'envers et à l'endroit. Comme s'ils ont une photo devant eux, ils font avancer les photos. Comme toi, tu fais avec ton iPhone, ils font avec la Mishnah. Sauf que le software qui fait bouger les images, c'est ton cerveau. C'est incroyable. Je dis, qu'est-ce qu'ils vont être ceux-là à 20 ans? Et j'ai vu des gens, m'ont proposé, moi, des shidduchim, des enfants de 17 ans qui avaient fait le chasse. Et moi, à 53 ans, je ne l'ai pas fini. Bon, j'ai tiré la chasse. Ouais. Mais, donc c'est quoi? Ça veut dire que vous avez besoin du Limud Torah, vous avez besoin de travailler les midot, vous avez besoin d'exemples, vous avez besoin de devenir des hommes extraordinaires. Mais sachez-le, que Ameharesim Enam Chaim, c'est-à-dire la vie que vous pourrez vivre avec la Torah, n'a rien à voir. Maintenant, puisque vous avez fait l'effort de venir en Israël, alors que vous auriez pu faire vos études à Philadelphie, à Los Angeles, à San Francisco, pour peu que vous n'ayez pas vraiment défini votre choix de lessive entre Ariel et Homo, d'accord? Mais vous êtes en Israël, Eretz HaKodesh, d'accord? Alors ça serait dommage d'habiter à un quart d'heure d'une concentration de cerveau comme Beit Vegan, ou à une demi-heure d'une concentration de cerveau comme Bnei Brak, ouais, que vous marchez dans la rue et le gars il a écrit 17 farim, il a 6 fois le chasse, il a 54 yeshivot, et toi Herzliya, Blainara, tu arrives à tenir debout. En sortant de la plage, tu dis, je me suis un peu brûlé, mais je crois que ça va être OK pour ce soir. Comment tu te sens dans le rôle du shawarma? Ça va, grâce à Dieu, d'accord? Donc, ça serait dommage de ne pas profiter de ça. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Je sais qu'on a l'habitude de vous demander des choses, mais moi j'ai besoin de vous. C'est que dans la Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle le maaser. Vous allez me dire quoi, il va nous taper? Oui, je vais vous taper. Je vais vous taper. Mais je préfère vous taper moi, les Shem Shamaim, que le Satan, il vous tape chez l'eau, les Shem Shamaim. Parce que les gens, quand ils ont été tapés par la vie, on voit qu'ils ont grandi, mais ça laisse des cicatrices. Donc il faut donner son maaser. D'accord? Je ne sais pas combien vous gagnez. Est-ce que vous avez une bourse? Vous êtes sur Massa, Mata ou Matan? Ouais. Vous avez besoin de donner le maaser. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que vous compreniez que je n'ai pas laissé 13 enfants à la maison avec une femme pour venir faire le clown devant vous. J'ai pas besoin. Je peux aller chez des goïms et gagner 15 000 € la conf. Ouais, pas 1500 shekels. Donc, moi j'ai besoin que si j'ai été convaincant et que vous êtes convaincus, mais en un seul mot, pas en deux, ouais, alors vous compreniez qu'il faut donner le maaser. Et c'est quoi le maaser? Parce qu'on dit la force d'une réussite, elle dépend de la puissance de l'engagement. Alors moi je pense que je vous ai donné une énergie. Il y a 15 ans, j'ai parlé à quelqu'un une demi-heure, il a étudié 15 ans. Vous, j'ai parlé presque 1h35. Bon, vous ferez le calcul de transitivité. Donc, il y a des rabbanim ici, ils ont appris beaucoup de Torah. Vous avez la possibilité de fixer un temps pour l'étude de la Torah. Je sais qu'ils sont sympathiques, on vous donne à manger, c'est super sympa de vous voir manger pendant que je m'éclatais la neshama. Mais, non, c'est rien, ça c'était juste pour me défouler. Donc voilà, vous avez une petite feuille ici, vous la remplissez, et vous prenez sur vous de prendre 1 heure, d'étudier, mais un conseil, allez dans le texte. C'est bien, moi aussi j'aime bien l'ashkafa, d'accord? Mais allez dans le texte, allez dans les midot, allez dans l'alacha, n'ayez pas peur, fixez un temps. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que la vie, c'est pas facile. Avec Hachem, c'est pas simple. Sans Hachem, c'est impossible. Contre Hachem, c'est suicidaire. Maintenant, étant donné que vous êtes en Eretz Israël, et que vous êtes en plus à Yerushalayim, et que Baruch Hashem, il y a des tzadikim qui sont prêts à prendre de l'entor pour vous, alors moi je vous conseille, vous vous engagez, vous prenez 1 heure par semaine, vous prenez 1 heure par mois, vous prenez 1 heure par an, vous prenez dans un autre Gilgoul. Ouais, mais prenez. Et quand vous prenez ça, Akadosh Baruch Hu, il vous donne un koach extraordinaire. Moi, vous savez, je suis un avraire qui s'est juste engagé à essayer de transmettre. Il y a 28 ans. C'est tout, hein. Moi, dans ma tête, je suis un avraire. Moi, j'ai vu Rav Frankin, j'ai vu Rav Rebibo. Je sais que je suis une serpillière. Mais je me suis engagé. Et bien, c'est exactement pareil. La force de l'engagement, c'est que votre engagement, il va vous catapulter à des niveaux que vous n'avez même pas idée. Et l'erreur, c'est quoi? C'est de dire, non, vous savez, je ne vais pas m'engager parce que j'ai peur de ne pas arriver. Mais il y a Brel, quand tu ne démarres pas le moteur, tu n'arrives nulle part. Quand tu as démarré le moteur, c'est pas sûr que tu vas arriver au bout de ton voyage. Mais au moins, démarre le moteur. Donc moi, je vous conseille. Et la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que
c'est marqué dans la Gemara que celui qui est Mezaket Arabim, celui qui ramène un juif à la Torah, alors sa prière est entendue. Donc à partir de 4 ou 5 000 personnes. Hier soir, j'ai fait cours à Natania, et le Rav de la Keila, c'est un garçon qui a fait tchouva il y a 18 ans en écoutant le cours sur l'Yetzer Hara. Après, il a écouté une centaine de cours. Après, il a fait son master de droit et il est à Pavé. Après, il est parti à Betchmaya. Il est parti chez Ron Shaya. Après, il est rentré chez Rav Mordechai Eliaou. Et après, il a passé toutes les smichot qui existent. Et maintenant, il est Rav. Un gars qui ne savait même pas lire. Ouais, c'est bien. C'est pas pour moi. C'est pour vous dire que le gars, il n'a rien fait. Il a juste écouté une pulsion positive de devenir un tzaddik. Et c'est bien. Donc moi, je voudrais que vous ayez ça. Et moi, qui suis un petit peu partenaire de cette impulsion, donc je vous donne une bracha. Et je veux donner une bracha à chaque personne qui va me dire « Je prends un temps pour l'étude de la Torah ». Voilà, vous avez ici les petits papiers. Bon, c'est très modeste. Vous les prenez, vous les remplissez. Et tout celui qui veut, qui prend sur lui une heure de Torah, moi, je lui fais un Miché Bérard. J'ai des gens qui viennent de Los Angeles pour avoir une bracha. Donc là, vous pouvez traverser la table. Vous venez, Bessimcha Rabba, je vous fais une bonne bracha pour qu'Hachem vous apporte tout ce que vous avez besoin. Vechen Yiratzon, Veloma.